Yo 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 les potes, comment ça va? Comment ça va, Capet? Écoute, comment ça ne peut pas aller? Je te dis ça toutes les semaines, mais là, spécifiquement, ça va super. Coin Academy, 15 000 abonnés sur YouTube, le site qui explose, les réseaux qui explosent, les jetons qui explosent, les muscles qui explosent. On est vraiment au max. Très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission, en tout cas. Yo les potes. Bah écoute, tout roule. Coin Academy qui va bientôt me dépasser en nombre de followers aussi. C'est le flipning que moi j'attendais en tout cas. Enfin, moi je suis très content de ça. Quand ça arrivera, je suppose très bientôt. Et puis on s'est rapproché des 100 000 sur BTC, 99 600. C'est tout simplement historique. Et non, tout roule. Franchement, en ce moment, tout se passe bien. On a nos bags qui pump. On a un trafic presque record sur Coin Academy. Tout ce qu'on fait qui a plus de portée. Donc évidemment, plus de gens s'intéressent aux cryptos. Donc forcément. Mais bon, ça fait plaisir de récolter un petit peu ce qu'on a semé en bear market, quoi. Tout à fait. Et puis il se passe pas mal de choses sur tous les marchés, hein, de manière générale. Je vois même sur le côté gaming Web 3, on voit des belles améliorations du côté de Shrapnel, on voit des améliorations du côté d'Ultra. On va voir aussi une grosse mise à jour sur Avalanche. Je vais vous parler de Fonda un petit peu aujourd'hui. Avalanche qui va faciliter très grandement le lancement de Layer 1. Ils appellent plus ça des subnets, c'est terminé. Ils appellent ça des Layer 1 maintenant. Donc nouveau concurrent, enfin ça l'a toujours été, mais concurrent de Polkadot et de Cosmos Hub, du coup, Avalanche, et ça va surtout faciliter aussi le coût pour pouvoir lancer ces fameux Layer 1. Donc ça va être très intéressant à surveiller parce que c'est une blockchain de choix pour l'écosystème gaming notamment, et aussi pour les acteurs institutionnels qui veulent faire des blockchains personnalisables avec par exemple de la KYC sur mesure, etc. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « C'est trop Coin Academy, j'ai appris plus en 2 jours que 3 mois sur YouTube. » Bah écoute, c'est le genre de messages qui font plaisir. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, donc trop lourd. Et pour Avalanche, bah écoute, content pour eux, mais bon... Pas mon combat. Ouais, pas mon combat non plus, donc... J'en ai des miettes, moi, tu vois. En fait, le problème, je pense, maintenant, c'est que avoir une blockchain qui est rapide et qui est pas chère, genre, c'est plus un argument. Oui. Dans le sens où t'as les L2 Ethereum, t'as Solana, t'as plein de solutions, en fait, qui fonctionnent bien. Et du coup, pourquoi build, par exemple, sur Avalanche, alors que tu peux utiliser le Cosmos SDK, tu peux faire ton L2 Ethereum, bénéficier de l'effet de réseau, enfin, en fait, on arrive à un moment où l'infra a tellement progressé, ce qui nous faisait, entre grands guillemets, bander il y a 1 an, n'est plus du tout un argument aujourd'hui, ou pas un élément assez pertinent d'un point de vue fondamental et marketing en soi. Après, ils sont 12e, hein. C'est pas non plus mauvais. Qui utilise Avalanche? Bah, pas mal de monde en réalité. Après, XRP, ils sont 4e, hein. Capet. Non, mais je sais. c'est encore une autre histoire XRP. Mais je veux dire, c'est pas Solana, mais il y a quand même de l'activité sur Avalanche. Tu vois, c'est pas une ghost chain non plus, quoi. Faut doser. Ouais. Non, je dose. Mais c'est juste que, voilà, moi j'attends de. Tu vas les fâcher. Voir. Non, en vrai, c'est juste que factuellement, moi, ce qui compte pour moi, et j'en ai parlé à de nombreuses reprises, c'est l'effet de réseau et ce que les gens autour de moi utilisent. Parce que si les gens autour de moi utilisent quelque chose, je serais beaucoup plus enclin à utiliser cette chose-là, parce que je peux transacter avec eux, parce que je peux spéculer sur les mêmes choses, etc. Tu vois. Et du coup, bah, de ce fait-là, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens utilisent, par exemple, Solana ou les L2 Ethereum, parce qu'en fait, tout le monde se met au même endroit. T'as toute la liquidité qui est partagée, t'as tous les coins qui sont lancés dessus, tous les meme coins qui sont lancés dessus, etc. Même si je sais que cette semaine n'était pas la semaine des meme coins. Cette semaine, c'était la semaine des dino coins. On a eu un pump gigantesque. Aussi. Ouais. On a eu un pump gigantesque de vieux bags oubliés. Je pense à XRP, XLM, Tezos, je m'en suis noté, il y avait quoi, EOS, il y avait Sand, Hashbar, Dot, Tia, Algo, Atom, VET, FTM, Polygon avec Matic qui s'appelle Poly maintenant, etc. Donc même Polkadot, hein. Ouais. Cette semaine je sais pas si elle m'a surpris, dans le sens où elle est surprenante. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut arriver dans un bull market où tu as une rotation de liquidité et tu as tout qui pète en même temps. Pour moi, le plus intéressant, ça va être de voir est-ce que ces coins vont continuer de pump ou non. Et personnellement,
Ma conviction personnelle, c'est que une minorité d'entre eux, oui, du fait un peu mimesque des coins, tu vois. Enfin, Doge, tu peux dire que c'est limite un dino-coin en soi, techniquement. Tu vois, Bah, j'ai pas le même biais, tu vois. Doge, Là, XRP, etc., je pense que ça peut continuer, mais moi, ma perspective actuelle, c'est ne vous faites pas piéger dans ces merdes. Je suis d'accord, mais je mets un petit peu de... J'ai mis Tia dans dino-coin, c'est faux, je suis désolé. Mais pour le reste, c'est le cas. En gros, il se pourrait, je mets du conditionnel, qu'on soit reparti comme en 40 sur les infras. C'est-à-dire qu'on a eu cette période où c'était vraiment les top infras qui restaient dans le top. Et là, j'ai l'impression qu'on tire presque une croix sur ce qu'on a vu et que là, les gens se ruent sur toutes les infras parce qu'on n'a plus cette menace de telle ou telle infra est une security. Et du coup, les gens se réexposent sur de l'infra. Moi, je pense que c'est pas du tout cet argument-là. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est juste un effet de spéculation. Tout comme tu pouvais voir en plein bear market un TRB faire 200% une journée, faire des volumes dantesques. Tout comme tu pouvais voir des meme coins exploser, être listés partout. Moi, je pense que c'est juste un phénomène de liquidité, de gens qui se disent où est-ce qu'il y a de la volatilité, où est-ce que je peux trader, où est-ce qu'il y a de l'upside à choper, genre sur les 12, 24, 48 prochaines heures, et ensuite je passe au prochain, et ensuite je passe au prochain, et ensuite je passe au prochain, tu vois. Et c'est un peu ce truc de, comme j'expliquais sur les derniers lives, t'as une narrative qui pète, meme coin, ensuite les meme coins ça se calme, je pensais que ce serait l'IA dans un temps 2. Là, pour le coup, ça a été les dino-coins. Ensuite, les dino-coins, ça va se tasser, ils vont se faire oublier, plus personne va en parler. Ensuite, on va peut-être parler IA, on va peut-être reparler meme coin. Et en fait, tout ça va s'alterner. Rotation de liquidité. Et moi, personnellement, je pense, c'est mon opinion personnelle qui est évidemment biaisée par mon expérience, par mes convictions, etc. Mais je pense que c'est genre XLM, Tezos, Sand, Dot, genre, enfin, Algo, Atom, genre, on peut pump plus dans le sens où c'est un bull market et que, genre, en bull market, quasiment tout monte. C'est ça. Mais je pense que il faut se concentrer sur les trucs qui ont pas encore pété et qui sont sur de belles narratives. Tu vois, genre, on parlait de meme coin et d'IA. Les meme coins, si tu regardes, il y en a déjà qui se sont mangés depuis la semaine dernière des claques de 30, 40, 50, 60, 70%, tu vois. Sur l'IA, c'est horizontal, ça n'a pas encore pété. On en a très peu parlé. Moi, je pense que tôt ou tard, l'IA, ça va faire comme les dino-coins, tu vois. Genre, ça va faire d'un coup, genre, en une semaine, genre, tout va péter. Et tu vois, par exemple, les meme coins, moi, ce que j'ai commencé à faire, et je pense qu'il va surprendre plusieurs d'entre vous, c'est que j'ai pris une petite poche de liquidité que j'avais, avec tous les trades que j'ai fait et tout en stablecoin. Et en gros, j'ai mis cette poche en DCA sur 6 ou 7 meme coins Solana, tu vois. En DCA sur 14 jours, en mode, là, c'est dino-coin, c'est plus meme coin. Donc, dans cette phase où cette hype sur les meme coins va se calmer, je me dis que il y a une opportunité. J'ai du mal à croire que les meme coins ne repump pas, tu vois, techniquement sur les 6 à 12 prochains mois. Et du coup, je commence à me faire une poche tout doucement, une petite poche, hein, mais tout doucement, de quelques trucs dont Mourad parlait, que d'autres en parlaient, etc. Si ça pète, tant mieux, tu vois, si ça pète pas, tant pis, mais je suis vraiment en train de me faire des petites poches sur les narratifs qui ont pas pété parce que pour moi, c'est juste un jeu de liquidité, quoi. Je suis d'accord et c'est pour ça que je dose et que j'irai pas me surexposer, comme tu dis, à ces merdes. C'est-à-dire qu'il y a des layer one où j'ai des convictions plus ou moins fortes, mais tu vois, presque, j'ai envie de te dire, t'as des layer one dino qui se traitent comme des meme coins. Dans le sens où le supply, il est débloqué, les VC, c'est bon, ils ont déjà leurs jetons depuis longtemps, s'ils devaient dumper, ils ont déjà dumpé, et que du coup, on peut avoir des anciens, des cycles de 2017 ou 2020-2021 qui reviennent et qui rachètent ces trucs-là, poussés par le short squeeze, bien entendu, et j'ai envie de surveiller ça. Je dis pas que ça va se passer, mais tu vois, il y a peu de temps, je me suis dit que jamais ça va repartir. Là, c'est reparti sec, et je vois des gens m'en parler comme si ça a toujours été évident, tu vois, XRP, Cardano, etc. Et je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a des communautés, il y a des volontés de pousser les prix. Donc on verra. Après, si tu regardes, en soi, ces dino-coins, ils ont genre un gros pump par cycle et ils break souvent pas leur ATH sur ce pump et ensuite ils retracent tout, tu vois. Et je pense qu'on est plutôt dans ça pour 90% des dino-coins. Après, peut-être que tu vas avoir une exception sur des trucs qui sont beaucoup plus capitalisés, du style XRP, tu vois. Peut-être Atom, parce que fondamentalement, tu vois, c'est quand même plus intéressant. Il y a beaucoup plus de gens qui participent dans l'écosystème Atom et que tu vois, mais tu vois, genre sur du Tezos, Hashbar, Dot, Algo,
VET, FTM et tout, je pense sincèrement que c'est du fugazi et qu'il faut vraiment ne pas trop vous faire distraire dans ce sens-là. Enfin, de pas vous dire, allez, c'est reparti, je me fais mon bac pour ce cycle, je hold, etc. Dans tous les cas, gardez en tête que l'objectif n'est pas de hold des altcoins à la fin de ce cycle. L'objectif, c'est de tout cash out et de mettre soit ça en stablecoin, soit en BTC, ou soit de vous faire plaisir et de mettre ça sur votre compte en banque. Mais ces trucs-là, c'est sûrement pas du buy and hold, à mon sens. Ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est ce que dit un peu le marché de manière générale aussi. Par habitude, en fait, effectivement, hold un altcoin, à part si vraiment vous avez une giga conviction, mais méfiez-vous de ça, parce que les giga convictions, on peut avoir des contre-exemples comme le Solana, mais des Solana, il n'y en a pas 15 000 sur ce marché, soyons honnêtes. Donc du coup, c'est compliqué de surperformer BTC et Ether les cycles suivants. Mais moi, vraiment, mon conseil, ce serait vraiment de regarder les narratifs qui n'ont pas encore pété. Parce que je pense qu'elles se relayeront toutes à un moment donné. Et genre, vous voulez vraiment rentrer sur un DinoCoin qui a fait genre peut-être x3 ou x4 en une semaine et genre essayer de viser encore en x2 ou en x3 alors que vous risquez un moins 90%, un moins 80% de retracement sur ce genre de truc. Moi c'est surtout ça. Et surtout que, en vrai, alors, je pense que ça va faire plaisir à certains, mais on parle de tout ça alors que BTC à 100K et Ether est à 3300, tu vois. Est-ce que Ether n'est pas juste un meilleur trade sur lequel vous pouvez beaucoup mieux sizer sans prendre de risques à long terme? Moi, je pense. C'est aussi ce que je pense. C'est aussi ce que je pense. Après, voilà. C'est pas le x2 le plus facile de l'écosystème. Après, voilà, ça fait longtemps qu'on se dit que cet Ether, il est sous-évalué et il traîne derrière Bitcoin et Solana. On peut aussi dire ça. Oui, mais dans le sens où... en fait, la question, c'est... En fait, pour moi, la question, c'est pas est-ce que Ether va aller à 5, 10, 15K, enfin, peu importe. Pour moi, la question, c'est plutôt où est-ce que sera Ether, enfin, où est-ce que sera Solana et les gros concurrents d'Ether à ce moment-là, tu vois, et notamment aussi Bitcoin, quoi. Et, enfin, pas en concurrent direct, mais tu m'as compris. Et ça, j'ai pas forcément la réponse. Mais en fait, si vous regardez aussi sur la paire ETH-BTC, la paire ETH-BTC, elle a tendance à bleed, donc genre à corriger, retracer pendant une très longue durée, et en un mois, tu fais un x2, x3, x4 sur ETH vs BTC. Et donc, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut pas sous-estimer. Et on a vu des gros trucs comme XRP pumpé et d'autres, etc. Je vois pas pourquoi ETH ce serait pas possible, surtout que tôt ou tard, il y aura de l'inflow. Tôt ou tard, il y aura de l'inflow. On a quand même une présidence Trump. On va avoir un régulateur pro-crypto. Il y a la plainte contre Consensus qui est plus ou moins en train de la part de la SEC qui est plus ou moins de se faire drop, etc. Moi, ce qui me fait le plus de l'œil en ce moment, c'est ETH, Ton, les meme coins qui retracent sur une toute petite poche et l'IA, en gros. Tu comptes NIR dans l'IA ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ce NIR, il me fait vraiment de l'œil. Mais en fait, même sur le cycle précédent, je me dis que ils ont un potentiel de shine parce qu'ils ont un trésor de guerre, ils sont pétés d'oseille, ils sont plugués de partout. Ah oui, ils sont pétés d'oseille, NIR. C'est ce qu'ils ont levé, c'est comme Polygon, sauf que Polygon, eux, ils ont tout brûlé, alors que NIR, ils sont allés beaucoup plus mollo, je pense, sur les dépenses. Et ils ont rendu beaucoup de gens riches, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé sur l'ICO CoinList. Il y a une grosse activité on-chain. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient arriver. Donc c'est vrai que NIR, c'est bien. On va vous faire plaisir dans cette émission, si t'es bien d'accord, Léo. On va parler de vos bagues aujourd'hui parce que dans ces moments de cycle, les gens, ils ont envie de savoir, Capet, Picsou, tu penses quoi de ci, tu penses quoi de ça? Donc voilà, moi, NIR, j'aime beaucoup. J'en ai pas. Je suis sideline. J'ai fait une interview, d'ailleurs. Allez regarder ça sur ma chaîne parce que j'ai comme la sensation, Capet, que toutes les interviews que j'ai fait en bear market en anglais, dont tout le monde, personne vraiment y tenait compte, tu vois, ou regardait nécessairement, enfin peu de gens relativement par rapport aux gens qui s'intéressent aux crypto aujourd'hui. J'ai l'impression que d'un coup, elles vont prendre beaucoup de valeur, tu vois, peut-être elles vont être plus appréciées à leur juste valeur. Et donc c'est pour ça que si jamais vous vous intéressez à des cryptos, n'hésitez pas à checker sur Coin Academy ou même sur ma chaîne YouTube les interviews qu'on a pu faire, parce qu'on a eu l'occasion d'interviewer tous les giga cracks, tous les founders, tous les builders en fait de cet écosystème, dans un moment où ils étaient tous accessibles, parce que leur bande passante était bien supérieure. Là, aujourd'hui, ils sont bien plus occupés et c'est compliqué, donc profitez-en. Ce que je te propose, Capet, c'est qu'on remercie le partenaire de cette masterclass, et ensuite, on enchaîne sur les questions du chat, et on parle de leur bague, si ça te va. Très bien.
Alors nous, ça fait un bon moment déjà qu'on bosse avec Bitpanda. Donc Bitpanda que j'ai aimé pendant longtemps appeler le Coinbase autrichien. Donc c'est une plateforme qui permet d'acheter des crypto-monnaies, mais pas que. Ça permet aussi d'investir dans des indices crypto, sur des meme coins, sur des gros lots de crypto-monnaies. Ça vous permet également d'acheter des métaux précieux. Donc des produits dérivés de métaux précieux. Hein. Vous ne recevez pas les métaux précieux chez vous. Je fais quand même la petite précision. Vous pouvez investir dans les actions et bien sûr dans les cryptos. Là, ils vont lancer d'ailleurs Bitpanda Fusion. Pour le moment, ça s'appelle Bitpanda Advance, mais je crois que ça va être renommé en Bitpanda Fusion. Ça va être disponible dès cette semaine si vous écoutez la rediffusion. Ça va être un petit peu comme le Coinbase Pro. En gros, vous allez avoir une interface de trading, vous aurez moins de frais, vous aurez même une réduction des frais progressive en fonction de votre volume sur la plateforme. Il faut savoir que Bitpanda aujourd'hui, c'est c'est la plateforme de Boubou. Ouais. Bitpanda aujourd'hui, c'est plus de 400 actifs crypto, plus de 3000 actifs tout court quand on compte les ETF, les actions, etc. C'est régulé, c'est très solide. Voilà, c'est des gens qui font vraiment attention à comment sont sécurisés les fonds des utilisateurs. Mais je me dois quand même de vous dire que le mieux, c'est toujours de sortir les fonds de la plateforme si jamais c'est un investissement à long terme, de mettre ça sur un wallet type Ledger, Trésor, etc. Mais voilà, c'est une plateforme qui est très complète et qui est carrée. Et c'est pour ça qu'on a choisi Bitpanda comme partenaire, tout simplement, parce qu'on voulait avoir quelqu'un qui a de l'historique, qui est carré, qui a du choix, régulé. et qui est régulé, tout à fait. Et voilà, c'est le partenaire de cette masterclass, c'est notre main partenaire, c'est un gros soutien pour le Media Coin Academy et c'est déjà avec qui on a passé des bons moments aussi, qui nous ont invités plusieurs fois sur Paris notamment. Donc toujours un plaisir. Mais c'est ça, mais je pense que surtout la plus grosse force en soi de Bitpanda, parce qu'en fait en soi, tu vois, si tu veux vraiment trader du meme coin toute la journée, etc., tu auras des meilleures solutions sur Photon, tu auras des dérivés sur Binance, On-chain, ouais. voilà, etc. Mais en soi, si tu veux avoir globalement tout au même endroit, et notamment pouvoir te diversifier avec des actions ETF, métaux précieux, tes cryptos, bah, je pense que c'est vraiment le bon endroit parce que aujourd'hui, tu vois, il y a plein de gens qui se disent bah, comment acheter des actions, etc. Et tu vois, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec une plateforme qui est relativement crypto-native. Donc, je vous mets, pour ceux que ça intéresse, le lien dans le chat. Ça vous permet tout simplement de vous inscrire avec notre lien de parrainage. Si vous le faites, évidemment, ça soutient largement Coin Academy. Et au-delà de ça, c'est un très bon produit. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite vivement à le faire. Et dans tous les cas, vous avez le QR code qui est là, en haut à gauche de l'écran, que vous pouvez scanner et qui vous donne accès tout simplement en fait, à Bitpanda pour ceux que ça intéresse. Donc, merci à Bitpanda pour ça. Et un gros merci aussi à eux de nous soutenir parce qu'ils étaient là pendant le bear market. Oui. Ils sont là pendant le bull market et ils nous ont permis d'entreprendre des trucs très très cool sur Coin Academy. Donc un gros merci à eux tout simplement et je vous remets le lien dans le chat. Et c'est parti pour les questions de la commu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat. J'ai une première question et j'ai une première réponse. Du coup, vas-y. On en a déjà parlé semaine dernière, mais on va en reparler. Ton, la blockchain de Telegram. Qu'est-ce qu'on en pense? Tu peux commencer. Je pense que elle est unique pour une seule raison, c'est qu'il n'y a aucun autre grand réseau social qui a une crypto. Ouais. Genre factuellement. Il y a quel réseau social dans le monde qui a une crypto et qui a autant d'utilisateurs? Pour moi, ça, c'est un argument qui est gigantesque. Après, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Est-ce que c'est intéressant, etc. Je vous laisse en décider. Mais à mon sens, quand on parle normies, quand on parle de débutants qui vont arriver dans l'écosystème, je me dis que, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont arriver dans les cryptos et qui auront, en fait, déjà utilisé Telegram, tu vois. Et du coup, ils peuvent se dire, en fait, genre, surtout que tous les normies, tous les débutants, et même nous, globalement, on est tous sur nos tels, quoi. C'est très mobile first. Et du coup, Telegram ont cette approche. Donc moi, je pense personnellement que genre ça va être une blockchain qui pourrait attirer beaucoup de personnes, notamment dans ce cycle-là. Et c'est très marrant parce qu'on a eu une grosse hype d'un coup. Et ensuite, entre guillemets, pas plus rien, mais plus grand monde en parle, alors que à mon sens, et du coup à mon sens, ça crée une opportunité. Et c'est pour ça que j'en ai acheté un petit peu personnellement, et que j'espère évidemment que ça s'appréciera, qu'on fera un all-time high, qu'on repartira en découverte de prix, mais à mon sens, ça peut faire partie des cryptos, tu vois, qui ce cycle vont performer et qu'aujourd'hui peu mentionne parce que c'est un peu trop capitalisé. Alors que en vérité, en bull market, qui regarde les capitalisations, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, je vais compléter ce que tu dis et je pense que cette question, elle est intéressante. Pour faire de l'argent, vous regardez plutôt le fonda ou les charts. Donc, en gros, le prix, la price action. Moi, je pense sincèrement que le prix est roi et que le fonda
vient confirmer un biais par rapport au prix. On l'a vu sur ce marché, tout peut monter, tout peut descendre. Tu peux avoir un truc pourri qui monte, tu peux avoir quelque chose de très bon qui fond comme le sucre pendant très longtemps. Hein. On a vu Ether faire des divisés par 30 entre le top et le bottom. C'était pareil sur Solana dans sa pire période. Donc le Fonda, je me tire une balle dans le pied pour dire en disant ça, mais c'est pas que ça sert à rien, ça sert, mais ça sert en complément du reste. Parce que, je veux dire, des projets où ça build, où il y a de la masse salariale, où ça pousse du code, où il y a de la communauté, mais voilà, il y en a plein. Et en fait, il faut aller au-dessus de ça. Et il y a vraiment du timing, du marketing, de l'effet de réseau, avoir des applications qui viennent se différencier des autres. Tu vois, par exemple, la Polymarket sur Polygon, AAV sur Ethereum, Jupiter sur Solana. Voilà, mais c'est surtout le prix qui prime. Et par rapport, du coup, à Telegram, par exemple, bah, tu pourrais dire la Chain, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de Layer 1. Tu vois. Il y a Solana, il y a d'autres trucs qui sont plus rapides, qui sont moins chers, etc. Mais c'est suffisant. Ça a planté à un moment, mais c'est reparti. C'est suffisant, ça tient la charge. Et on a un effet de réseau qui est ouf. Et en plus de ça, tu as la possibilité de tester plein d'applications, soit sur mobile, soit sur PC, sans télécharger. Un peu comme WeChat en Chine, tu peux tester des jeux, tu peux tester des stores, toutes sortes de choses directement sur Telegram, ça va très vite. Donc tu peux avoir des exchanges intégrés dans Telegram où tu peux trader. Tu peux avoir, encore une fois, On a eu les des jeux, boom bots, on a plein de eu choses. tous les bots Ouais. tu vois, de trading de meme coin. Aujourd'hui, c'est un gros truc. Enfin, dans les gens qui trade les meme coins, aujourd'hui, tout le monde utilise Telegram. Et combien de fois ces mecs-là font du screening, donc ils vont surveiller ce qui se passe on-chain via des bots Telegram, etc., pour ensuite trader, etc. Alors, est-ce que ça passe par le ton? Est-ce qu'ils ont besoin du ton? Enfin, ça, c'est une autre discussion. Si, Et je le pense... ton est central, ouais. Ouais, ok. Mais en tout Le cas, ton moi, est je central. pense que... Mais t'as pas besoin d'avoir du ton pour faire une application sur Telegram, dans tous les cas. Non, mais je vais te donner un exemple. Imaginons, bah, tu sais, il y a eu la période des tap to earn, des jeux un peu à la con, qui génèrent beaucoup de volume. Parce que c'est Si tu- connecté EVM, quoi. Tu peux trader sur Solana, sur Ethereum avec des bots Telegram. Hein. Oui, Les bons bots et tout, c'est ça. Hein. c'est possible qu'il y ait des bots qui fassent ça, mais moi je te parle, tu vois, tu as des applications où ils veulent faire par exemple des altcoins sur l'écosystème Ton, et tu vas jouer à ton jeu à la con, et quand tu vas vouloir claim certaines choses, pour exécuter le claim, s'il est on-chain, tu vas devoir avoir du Ton. Et tu vas devoir mettre potentiellement un petit coup de carte bancaire pour ajouter quelques tonnes à ton wallet sur Telegram. Et du coup, ça fait un peu de passif, ça fait un peu de volume tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, là, on est dans de l'usage réel. Tu vois, on l'a vu avec Hamster Combat et tout, il y avait v'là le monde. Alors oui, c'était pour farmer de l'airdrop, hein. Mais c'est comme d'hab, hein. On est sur un marché où tout est poussé par de la spéculation, du court-termisme, moyen-termisme. Mais c'est comme ça. Ce sont les codes du marché des crypto-monnaies, soit des airdrops ou autre chose. Donc il faut s'y faire. C'est comme quand j'entends ouais Solana, si t'enlèves les bots, les meme coins et tout, il y a plus rien. Ouais bah d'accord. Bah Internet, si t'enlèves les sites internet, bah il y a plus rien. Bah c'est super intéressant, tu vois. Ouais, moi en tout cas, je pense en vrai, il y a du potentiel dessus. Après, évidemment, on verra. C'est pas une analyse approfondie que je vous fais. Mais c'est juste que à vue de nez, je me dis que genre aujourd'hui, tu vas probablement. En fait, c'est ça un peu qui me fait peur pour Ethereum d'une certaine manière, c'est que tu vas probablement pas onboarder les normies sur Ethereum en leur expliquant comment utiliser un L2, tous ces trucs-là, etc. Enfin, les normies, ils utilisent MetaMask, mais en vrai, maintenant ils utilisent Phantom. Enfin, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et je me dis qu'un Telegram peut tirer son épingle du jeu là où en fait beaucoup d'autres blockchains du même style ont pas les mêmes atouts. Donc c'est pour ça que moi je surveille beaucoup en ce moment, on verra. Mais même si tu regardes d'un point de vue capitalisation, pour reprendre l'argument de certains, devant Tron, t'as Avalanche. Ok. Alors après, je parle en market cap, je parle pas en FDV. T'as Tron. Qu'est-ce qui se passe sur Tron à part du transfert de stablecoin? Est-ce que c'est à ce point-là valorisable alors qu'en soi, tu peux transférer tes USDT ou tes USDC sur n'importe quelle chaîne? Enfin, en vrai, pour moi, Tron, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est qu'on pourrait faire largement sans. Tout se passerait pareil. C'est pour ça que moi, un de mes bets, c'était que la majorité des transferts de stablecoin se fassent sur Solana, sur ce cycle. Mais peut-être que... Et ensuite, au-dessus de Tron, t'as Cardano, t'as Doge, t'as XRP. Tu vois, est-ce que Tron n'a pas une place dans ce genre de classement? Moi, je pense, hein, c'est possible. Ouais. Hein. Bah, de toute façon, ça dépend si tu veux faire une analyse, on va dire, approfondie. Donc, je reprends le top avec toi. XRP, le pari, s'il y a vraiment des gens qui sont accrochés, c'est de se dire le XRP Ledger serait utilisé pour du paiement transfrontalier, pour des infrastructures de paiement, parce qu'ils ont cette fameuse norme ISO
2022, un truc comme ça. Donc, ça pourrait servir pareil pour Stellar. Je sais qu'il y a eu des projets fintech et compagnie qui se faisaient sur ces ledgers-là. Cardano, bah c'est juste que ça nous touche pas nous, tu vois, mais bon, il y a quand même un petit peu d'activité. Ça touche pays émergents, des banques, des prestataires de services de paiement. Mais moi, je comprends pas ça. Genre, pourquoi t'as besoin de ledger alors que tu peux tout faire on-chain, par exemple. Enfin, genre, là, si je veux donner 20 dollars à un mec, enfin, tu dis virement transfrontalier, en gros, globalement. Ouais, genre, ça, je peux le faire sur Solana, je peux le faire sur Ethereum, je peux l'envoyer n'importe où. Et quand il est question du système bancaire, là, peut-être que ça peut faciliter les choses, mais en vrai, on n'a rien vu de concret. Enfin, ça fait combien d'années que ça existe, XRP, XLM? Bah en fait, tu vois, c'est comme les projets type Tezos, Algo, etc. C'est que ça s'adresse tellement pas au retail qu'il se passe peut-être des choses qu'on ne voit pas nous, tu vois, dans le monde institutionnel. Non, mais il n'y a pas de news, The Block et tout. Certes, on n'est pas dans ce monde-là, mais s'il se passait des choses, on aurait des articles The Block, Cointelegraph, tu vois, Coindesk, Coin Academy. Globalement, on en parlerait. Moi, je vois rien. Donc moi, c'est pour ça que... Et c'est pour ça que aussi j'ai aucune conviction dans ces coins-là aussi. Sky is the limit en crypto avec la spéculation, mais quitte à spéculer, je pense que. Mais tu vois, on va parler de Cardano. Alors en fait, Cardano s'en battent les couilles de s'adresser au peuple européen, qu'on se le dise, mais il y a des gens qui suivent leur CEO et tout. Je suis mitigé sur Cardano. Au-delà du prix, putain, il est 9e déjà, et la TVL elle monte. Et il y a des gens qui sont accrochés de ouf. Et je me dis ça à tous les cycles. Peut-être qu'il va nous choquer, ce Cardano. Oui, bon, bah oui. Alors, est-ce que je vais rentrer dedans? Non. Oui. Bah, on va tous aller sur Cardano, là. On va faire de la DeFi, là. Vous êtes prêts, les potes? Vous êtes chaud? Mais tu vois, je veux pas être trop médisant par rapport à Cardano. Moi, je crois ce que je vois, bah, du coup, c'est pas grand-chose. Je laisse le mais, tout simplement. Franchement, s'ils ont de la TVL, ce sera uniquement parce que le prix de leur jeton va pump et qu'il y a 2-3 mecs qui vont tenter des trucs dessus. Mais franchement, mort à Cardano. Hein. Bah, moi, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je trouve le L1 un peu claqué au sol. Alors, ils ont une très belle décentralisation. Ils ont fait une belle ICO où il y a une belle répartition des jetons. Ils ont un bon consensus. Par contre, niveau exécution, c'est nul à chier. C'est du large scale. C'est pour ça qu'ils voulaient partir sur des layer 2. Pour moi, c'est vraiment dinosaure. Capet, j'ai une question peut-être mieux tournée. Est-ce que si on regardait pas les prix et qu'on parlait pas de prix là, est-ce qu'on parlerait de Cardano? Non. Est-ce que s'il y avait pas les prix et tout ça, est-ce qu'on parlait d'Ethereum? Est-ce qu'on parlait de Solana? Est-ce qu'on parlait de Telegram? Je pense que oui, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, tu vois, tout ce qui est Cardano, etc. Enfin, peut-être qu'il y a plein de gens dans le chat qui vont faire de l'argent avec, qui en ont fait. Moi, j'ai fait un x100 dessus. Enfin, très bien, tu vois. Mais franchement, pas ma cam. Franchement, je pense que ne vous faites pas distraire, les potes. Quitte à vous faire distraire, faites-vous distraire dans les meme coins, mais pas sur Cardano, je pense, non? Ouais, bah c'est ce que je me dis aussi. Après, on va nous dire, ouais, mais il se passe plein de trucs, mais vous le couvrez pas sur Coin Academy. Bon. Les plein de trucs, ça va être... non, mais un mec qui se plaint qu'on n'a pas couvert Cardano sur Coin Academy, ah bah... J'arrive pas à trouver les tapes de ma mère. Je me souviens pas du dernier message, donc c'est un peu problème. Ouais. Je pense. Après, on me demande Tezos, parce que là, en fait, on parle beaucoup de Layer 1, tout simplement parce que c'est ça qui a pété. Tezos, tu vois, ils ont une roadmap de fou furieux. Compatibilité EVM, compatibilité Rust, compatibilité avec plein de langages de programmation et tout. Côté institutionnel, il se passe des choses. Côté retail, zéro. Et en fait, je vais vous dire quelque chose de simple et sans condescendance, parce que je m'entends très bien avec Tezos, enfin des employés de Tezos, moi je suis développeur. Je ne suis pas subventionné sur une chaîne ou une autre, donc je dois faire un choix technique. Ce choix technique, ça va être, est-ce que j'ai les outils pour faire? Est-ce que j'ai un effet de réseau, etc. Est-ce que je vais choisir Tezos? Non. Probablement pas, non. Personnellement, non. Moi, ce sera écosystème EVM, donc Ethereum, Base, Optimism, Starknet si je veux faire de l'ALVM pour avoir les propriétés du ZK si j'en ai le besoin. Et puis voilà tout simplement. Et ouais, d'ailleurs, tu as soulevé quelque chose d'intéressant. Je disais, pour moi, ce qui sera le plus utilisé par les normies ce cycle, les exchanges, Solana, Telegram, Base. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on a en face des yeux, c'est ça. Factuellement, je les vois pas arriver autre part. Et je compte les exchanges parce qu'en soi, c'est leur premier point d'interaction avec la crypto, souvent. Donc, et c'est pour ça que... Ouais, clairement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, tu vois, personne n'en parle de BNB, mais est-ce que quelqu'un ici dans le chat irait parier contre BNB avec les volumes de trading, avec
avec les listings qui arrivent, avec les launch pools, avec toutes les mécaniques qu'ils mettent en place en bull market. Binance, en bull market, c'est une boucherie. Ils font un launch pool par semaine, ils donnent des incentives pour all du BNB, ils font des volumes, ils font du buyback and burn, des trucs à gauche, à droite, c'est la folie. Donc c'est pour ça que je vous parle exchange. Et en soi, exchange, ça pourrait être aussi DEX. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient de Hyperliquid ou d'YDX. Tu vois, pourquoi pas. Après, pour moi, les perps, c'est quand même assez niché. Donc, mais on va voir. Peut-être d'autres questions dans le chat, tu voulais... parce que là, je pense qu'on a plutôt abordé notre sujet. Vous avez des questions, les gars, dans le chat? Alors moi, j'en ai. Ouais, vas-y. Tu y vas ou j'y vais? Un avis sur Monad, le prochain Ethereum killer. Alors là, c'est difficile. C'est difficile parce que faut pas être aigri en mode les nouveaux Layer 1 c'est terminé, nanana. Monad, ils ont la communauté, ils ont levé à mort, c'est de l'EVM, c'est ultra rapide. Est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas. Donc mon avis est mitigé. Ça va dépendre en fait. Pour moi, Monad, c'est un L1, c'est pas un L2, on est d'accord. Ouais, c'est un Layer 1. Monad, en gros, la promesse, elle est très simple, c'est on fait de l'EVM ultra puissante, on permet à des gens facilement de faire des validateurs, donc pas besoin de gros hardware, et je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de jetons en staking, etc. Bref, tu peux facilement faire du staking pour avoir les bonnes propriétés pour la décentralisation. En gros, pour faire très court, c'est un Solana bis compatible EVM. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va dépendre de est-ce qu'il va y avoir des applications qui ne se feraient pas sur Ethereum ou sur des L2 qui vont venir sur Monad. Très simple. Mais la question, c'est pourquoi l'EVM, enfin la compatibilité EVM de Solana, c'est pas amélioré ou n'a pas pris plus que ça. Enfin, on entend moins parler. Enfin, il y avait la question de Neon EVM et ROM, ouais. Et tu vois, je me dis, enfin, en gros, est-ce qu'on a besoin de Monad si on a Solana EVM, quoi? C'est simple, on a ça. On a Phantom aussi, qui va s'appeler, qui va lancer son réseau Sonic en décembre, là. En décembre. Ça va être un Monad bis, hein, avec de l'historique, bon et mauvais, hein, avec des casseroles, etc. Mais c'est juste que Monad, ils sont ultra hype et que sur la narrative parallèle EVM, en fait, ils ont un petit peu tourné les choses EVM sur eux. Okay. Eclipse, c'est la machine virtuelle de Solana. Je crois pas que ce soit EVM, mais sous forme d'un Layer 2 Ethereum. Ouais. C'est ça. Avec des séquenceurs décentralisés. Et dans la même veine, vous avez Sous Network, qui serait plus un méga ETH bis avec la machine virtuelle de Solana. Il y a des gens qui disent trop de liquidité diluée avec tous ces projets. Bah, sur Solana, la liquidité, elle n'est pas fragmentée. Et après, comment dire, tu as le concept de superchain qui arrive sur Ethereum. Donc, potentiellement une sorte de liquidité unifiée entre les L2, notamment les L2 bâtis sur le P-Stack. Et c'est ce que voulait faire et a fait d'une certaine manière Polygon avec Laglayer. Donc, il y a des choses qui arrivent progressivement dans ce sens-là. Mais moi, j'ai du mal à imaginer Solana, un vrai Solana killer. Tu vois. Ouais, bah moi aussi. Je pense qu'on est passé par toutes les phases de marché qui ont fait que on suppose, mais on a l'impression que Solana c'est là pour durer vu tout ce que ça a traversé et surtout vu la communauté, le volume et tout ce qui se passe dessus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer un Solana killer, tout comme j'ai du mal à imaginer un Ethereum killer. Enfin, à part si tu parles de Solana, je sais pas, mais vas-y. Je vais vous balancer de l'alpha. Alors, cette semaine, j'ai eu un call avec Henri qui bosse pour Starkware et on parlait de marketing, etc. Et tu vois, lui, pour le marketing autour de Starknet, il me disait, nous, on préfère vraiment miser sur les gens qui vont créer de la valeur, c'est-à-dire les gens qui vont créer des applications et des applications qui vont vraiment profiter de toutes les propriétés de Starknet, tu vois. Zk, KeroVM, etc., etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur ce marché, c'est que nouveau Layer 1, 0, Layer 2, peu importe. Nouveau projet, trésorerie, subvention, projets qui sont chasseurs de grant, qui vont aller là-bas pour croquer la grant, qui vont prendre leur grant, faire l'application, puis ça va pas beaucoup évoluer. Ciao, c'est fin du game. Et du coup, en fait, c'est un peu ça le problème de l'EVM de manière générale, à l'exception d'Ethereum, Base, Optimism, Arbitrum. C'est que des projets qui sont sur je sais pas combien de blockchains en même temps. Ils font tous la même chose. Et en fait, quand toi, quand t'es la 37e chaîne à intégrer tel ou tel projet, tout le monde s'en branle, en fait. En fait, il faut qu'il y ait une proposition de valeur qui soit unique. Autrement, tu vas te battre avec 40 cyclones et tu vas parler à un mur, quoi. C'est ça. Alors, du coup, est-ce que tu verrais la question est pour le chat et les gens qui nous écoutent sur YouTube. Est-ce que vous verriez un projet? Je lance sur Monad et je n'irai jamais sur Base, je n'irai jamais sur Ethereum, machin. Je serai sur Monad
et du coup, je fais briller Monad. Bah, franchement, je peux donner mon opinion, mais moi, à mon sens, tu te dis que globalement, tu as un bull market devant toi. T'as pas envie de rater ce bull market. Donc, faire un pari sur cette stack et all-in sur cette stack, c'est très, 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 très risqué, quoi. Enfin, en gros, c'est un go big or go home, quoi. Après, la question, c'est si tu pars sur de l'EVM, il y a aussi beaucoup plus de compétition sur EVM, donc peut-être que juste tu trouveras pas ta place. Moi, je pense que les seuls projets qui sont viables sur Monad, c'est des projets qui vont bâtir la base de l'infrastructure sur Monad, tu vois. Mais tout ce qui va être... parce que, tu vois, c'est un peu comme sur Hyperliquid, les premiers trucs qui vont se lancer, dessus, ça va capturer des parts de marché, ça va être utile, tout le monde va utiliser, etc. Et je pense que sur Monad, pareil, tu vois, je pense que tu as quelques projets qui sont très proches de la team qui vont se lancer dans ce style-là. Mais au-delà de ça, c'est compliqué, tu vois. Et all-in sur une stack, c'est très chaud, à part si c'est une stack qui est déjà très adoptée. Mais en fait, c'est soit tu fais le choix de prendre beaucoup de risques et potentiellement capturer beaucoup de parts de marché, mais du coup, tu as moins de concurrents, donc c'est aussi positif, mais tu risques tout sur ce bull market. Soit tu te mets EVM ou sur Solana, mais tu as beaucoup plus de compétition, mais si ça marche, tu as un effet de réseau qui sera beaucoup plus important et qui te permettra d'exister plus longtemps. C'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir une app assez unique en son genre qui pète, parce qu'une fois que tu as eu le DEX Perp, le DEX type Radium, Jupiter le et AV. compagnie, voilà, le AV et tout, ça tourne en rond. Donc après, on part sur d'autres trucs, on part sur de l'IA, d'Epine, etc. Mais pareil, ces projets-là, ils choisissent quel layer one. Alors maintenant, tu as Peak, tu as Solana en général pour le Depine. Et puis il y en a qui vont choisir des layers 2 Ethereum par idéologie pour rester autour de l'écosystème Ethereum. Mais bon, de manière générale, Depine, ça se passe sur Solana ou Peak. Dans le chat, je sais pas, parce que t'as quand même des pins, t'as Akash, qui ont leur propre chain ouais. sur Cosmos SDK, t'as Render, t'as... Bah, Render, c'est Solana, hein. T'as Fetch, ouais. Enfin, Fetch ASI, je sais même plus où c'est maintenant. Ils ont leur propre chain. Fetch, c'est plutôt, je mets dans IA. Dans le chat, vous avez du mal à capter du coup Eclipse. Eclipse, c'est Solana, machine virtuelle de Solana. C'est un layer de Ethereum, mais c'est la machine. C'est ça. Ouais. En gros, c'est un L2ETH qui utilise une partie de la technologie de Solana. C'est ça. Et du coup, quel est l'intérêt? Et ben, faire venir, cette fois, c'est encore la même chose. Si tu as développé sur Solana, tu peux porter ton application sur Eclipse et donc être sur l'écosystème Ethereum avec ton application Solana. Voilà, mais du coup, en gros, Eclipse, ça va être un peu le pont entre Ethereum et Solana, non? C'est ça. D'une certaine façon, c'est ça. Mais il va y avoir plein de concurrents. SVM aussi. Je crois qu'il y a Fluent. Je crois qu'il y a Initia. Non, Initia, c'est un layer 1. Tu as Sous Network. En fait, Eclipse, c'est un peu un Neon EVM, mais qui ont pris le parti de se lancer comme un L2ETH, quoi. Non, en fait, non, j'aime pas cet exemple parce que Neon, c'est de la virtualisation. En gros, c'est tu pars de l'EVM et le code, il est transposé pour être fonctionnel sur Solana. Tu vois, c'est un petit peu comme, c'est pas de la virtualisation, mais c'est de la traduction d'une certaine façon. Tandis que là, apparemment, Eclipse utilise Neon VM d'ailleurs. Ok. C'est ce qu'Egrid dit dans le chat. Ok, donc s'ils sont EVM, c'est nouveau, je le savais pas. Mais good to know. Eclipse EVM. Oui. Ok. Voilà, ils l'ont annoncé. Bah, je le savais pas. Ok, donc ils sont EVM et SVM. Ça leur permet d'avoir les deux. Mais tu vois, est-ce que Eclipse va pas se faire bouffer par Sous Network ou encore un autre truc? Eclipse, ils ont un peu perdu en momentum, je trouve d'ailleurs. Ouais, ils ont beaucoup perdu en momentum. Bon, go prendre des questions dans le chat, vite fait. On essaie de répondre, sinon on va trop s'étaler. Comme ça, on traite les sujets assez rapidement, ça vous dérange pas, les potes? Juste posez vos questions dans le chat, on regarde tout, que vous soyez sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter. On voit tous les messages, donc n'hésitez pas. Est-ce que Ton peut être ce qu'est Solana avec les meme coins, genre une blockchain qui s'apprécie grâce aux memes sur sa chaîne? Bah, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Pour l'instant, c'est moins le cas, mais on verra. Ça a le potentiel parce que pour les normies, c'est un bon point de contact et les normies, ils aiment bien les meme coins, de ce que je comprends. En fait, au-delà du meme coin, comme je le disais plus tôt, Ton, tu as des applications. Et généralement, tu as l'application de jeu et tu as le coin qui va avec. Et le coin, souvent, si c'est lié à un jeu, le coin, il sert un peu à rien, on va pas se mentir. Hein. Donc, faut se dire, en gros, tu as le jeu et tu as le meme coin qui va avec, d'une certaine façon. Aptos, je vais donner à manger au chat, parce que là, je sens que... Il n'y a pas de souci. Je vais enchaîner. Axelar, bah, tout ce qui est bridge, tout ce qui est technologie qui permet de bridger de façon multi-chain et tout, bah, tu as du Wormhole, tu as du Layer 0, tu as du Axelar, tout ça, ils sont très en place. Donc, moi, ce que je vois, c'est que s'il y a des rotations de liquidité,
comme généralement ça pump narrative par narrative, bah potentiellement tu peux avoir cette narrative là qui se met à péter parce que je sais pas si elle a pété. Simple, hein, tu fais CoinGecko, Axela, je regarde juste de mon côté, pardon. Link qui pète, c'est de la merde. Non, c'est juste que le prix monte pas, donc les gens ils perdent un peu espoir, mais tu sais, ils sont partout, hein, Chainlink. Hein. Ensuite, on me parle de Aptos. Bah, Aptos, moi, je suis très, très, très bullish. Sur le principe, je suis très bullish parce qu'il y a une vraie volonté de prendre le meilleur de Solana et d'Ethereum en termes de sécurité, de performance, etc. Et c'est une VC chain et les VC, enfin, ce sont des VC chains, Sui et Aptos, et les VC vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser. Donc, moi, je vois du potentiel d'upside sur Sui et Aptos personnellement. Après, je peux me tromper. Hein. Ouais. Pareil, Pit Network, bête de projet. Link et Pit, c'est des bons projets, mais spéculer sur des jetons d'Oracle, c'est compliqué. C'est ça. En fait, je pense que il y avait quelqu'un de la Team Coin Academy qui me demandait mon point de vue sur Pit Network. Et je pense, enfin, tu sais jamais, mais je pense pas que les gens qui arrivent en crypto voudront nécessairement spéculer sur de l'Oracle. Mais après, ils nous ont donné tort avec Chainlink. Donc, je sais pas. Bah, ce que je disais, tu vois, par rapport au protocole d'interopérabilité, c'est tout ce qui est Layer 0, Axelar, Wormhole, etc. En fait, si on part dans un cycle où il y a tout qui monte avec des rotations de liquidité de narrative en narrative, peut-être que tu auras un moment pour la narrative des projets d'interopérabilité et de bridge, tu vois. Ça, c'est possible. Sinon, disons que voilà, quand tu investis, je préfère être picky et clairement, j'irai pas sur des jetons d'Oracle ou des jetons de bridge ou d'interopérabilité en priorité. J'irai plutôt sur des Layer 1 ou de la DeFi ou de l'IA ou de la DePIN, des trucs qui ont marché parce que tu as des gros effets de réseau en fait, où les gens vont essayer de spéculer sur cet effet de réseau et donc vont acheter le jeton qui est au cœur de l'effet de réseau. C'est ça. Moins le cas. Je pense que... En fait, je pense qu'il faut identifier les grosses narratives que tout le monde voit, trouver les narratifs qui en ce moment perfent pas et qui tôt ou tard perferont, et essayer de se positionner sur les projets sur lesquels tu as des convictions et qui graphiquement te parlent. Mais ouais, après on dit ça, et les dinocoins ont pété, mais c'est ça. Ok, moi j'ai une question pour vous les gars. Est-ce que vous pensez que les dinocoins seront une narrative qui restera jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine, genre sur ce cycle-là, ou est-ce que pour vous c'est quelque chose d'éphémère? Et j'ajoute à ça, et est-ce que ça surperformerait du Solana, de l'Ether et tout? Parce que c'est ça aussi. Ça peut monter, mais si ça lag derrière Bitcoin, Ethereum et tout, ça vaut pas le coup. Uni avait son dino aussi. Après, c'est différent parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'écosystème Ethereum, quoi. C'est ça. Il y a de l'activité que tout le monde utilise quotidiennement, quoi. Enfin, que beaucoup utilisent très régulièrement. C'est vrai que la narrative du restaking est partie un peu à la poubelle dernièrement. Ouais, on s'en bat un peu les couilles en ce moment, mais en fait, c'est parce que t'as pas les apps en face et je pense que ça va mettre du temps. En fait, je pense que l'enjeu aussi, c'est que, en vrai, si tu prends du recul, est-ce que ça intéresse les gens, tu vois, Enfin, il y a plusieurs trucs, mais les APR à moins de 20% au bull market, j'ai un peu l'impression que tout le monde s'en branle. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en bear market, on se dit, ouah, je peux avoir 5-10% sur mes stablecoins, c'est incroyable. Et en fait, en bull market, tu te rends compte que tout peut prendre 20-30% en une journée, et tu te dis, bah, en fait, pourquoi j'irais faire mon restaking, bloquer de l'ETH, sécuriser d'autres chains, pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est utile. Mais moi, personnellement, ça me botte pas du tout. Il y a un autre truc aussi, c'est le time to chip. Tu vois, quand Ethereum est sorti, t'avais pas 15 000 applications tout de suite. Quand Solana est sorti, pareil, ça a mis du temps avant qu'on ait des applications. Pour ce qui est du restaking, tu vois, ils ont mis du temps à faire le protocole, que ce soit Eigenlayer ou Babylon qui n'a pas encore sorti son jeton de mémoire. Et une fois que tu as le protocole, bah, il faut des services qui exploitent le protocole, donc qui doivent à leur tour se créer, se financer, se lancer, se développer, etc. Et donc, tu as un super gros décalage entre la hype du jeton qui sort et les produits qui sont en face. Et du coup, les gens se disent... Parce que les gens étaient hype sur Eigenlayer, pourquoi? Ils étaient hype pour l'airdrop. Ouais, bah, ils étaient hype pour l'airdrop, mais aussi pour toutes les propriétés liées à Eigenlayer, tu vois, de pouvoir faire des... Regarde, très simple. Par exemple, méga ETH sous network, etc. Ça va permettre d'avoir des layers qui sont encore plus performants que cette génération actuelle de Layer 1. Mais c'est pas sorti. Et même quand ce sera sorti... Mais il y a la hype aussi parce que les gens essayent d'être éligibles pour des airdrops, en vrai. C'est vrai qu'il y a ça.
Parce que, Mais on en n'en fait, entend pas trop parler. pour moi, les seuls trucs qui peuvent, tu vois, dépasser ça, c'est des produits qui sont utiles et qui n'ont pas encore de token et que les gens utilisent dans tous les cas. Et c'est un peu, je pense, que ce qu'il y a avec Hyperliquid, c'est ce qu'il y a eu avec Jupiter aussi, tu vois. Les gens, ils s'en battaient les couilles d'avoir l'airdrop Jupiter. Les gens utilisaient Jupiter parce qu'ils voulaient vraiment utiliser Jupiter, parce que c'était vraiment utile. Et c'est pour ça que des projets comme ça, ils restent encore aujourd'hui et qui sont bien capitalisés. Mais des projets où il n'y a pas de produits dispo et sur lesquels les gens sont bullish juste parce qu'ils veulent toucher un airdrop et qu'ils soient bien valorisés, c'est problématique, tu vois. Donc, je sais pas. Bah après, on est sur le marché de l'attention aussi, et que c'est pas facile de capter l'attention des gens, et que c'est très rare de faire une application qui valide. Hein. Question pour le chat, les gars. Question pour le chat, et les filles aussi. Quel est votre plus gros bag actuellement, là? Qu'on soit bien au courant, là. Moi, mon pari, c'est qu'on va avoir full ETH, sol, ETH. Oh, ça commence avec du BTC, Flux, ETH. Wow, le chat, la dinguerie. ETH, BTC, Sol, Goat, il a mis Goat. Link, ETH, BTC, AV. J'aurais une autre question pour le chat après. En vrai, beaucoup BTC, ETH, Sol, et après, il y a quelques-uns qui Il y a où dans le chat qui a dit Gold. Pas mal de Inch, hein. Pas mal de Inch. Mais je sais pas comment ils ont réussi à capter autant d'attention, honnêtement, Inch. Moi non plus. À part que ce soit sur Cosmos, je sais pas. Je suis un peu dépassé sur ça, mais c'est pas pour critiquer le projet, hein, c'est juste que je connais mal. Hein. Bah, en fait, je me dis pas comment tu peux être plus exposé à Inge qu'autre chose, mais c'est peut-être lié au fait que Inge a eu des performances de fou, en fait. Pendant le bear, là, il y a eu des grosses performances. Injective, c'est pas un layer de liquidité sur pour les perps et tout. C'est quoi déjà? C'est un layer 1, oui, qui a un DEX perp en surcouche, Helix, entre autres. Mais ouais, c'est un layer 1 DeFi ultra rapide, comme Say Network. Mais les gens l'utilisent pour quoi, concrètement? Bah, principalement pour Helix. Hein. Autrement, je vais sur DeFi Lima, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Hein, Injective. En fait, tu te branles sur les perfs du L1, quoi. Mais niveau application, c'est pas... Ouais, voilà, il n'y a rien. Hein. T'as Neptune Finance pour un peu de lending borrowing, mais c'est tout. Les gens se branlent juste sur les perfs. Je dis pas ça méchant, hein, les gars. Hein. Je suis le premier à parler des Layer 1 pour les perfs. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment Sapum, donc c'est un bon projet. Ouais. Merci pour le sub en tout cas. Et gardez ça en tête, les potes. C'est pas parce qu'un projet pump que c'est un bon projet. Et c'est pas parce qu'un projet pump que c'est une raison de le hold à vie. Inch Virage IA, ok, j'ai pas vu ça. Ok, ouais, j'ai une autre question pour le chat. Répondez par oui ou par non. Est-ce que ces derniers temps et dans le futur très proche, vous allez investir progressivement de l'argent dans le marché des crypto-monnaies? En gros, est-ce que votre bag il est fait ou est-ce que vous continuez d'injecter des sous ou pas? Oui ou non? Je dirais 40% de oui. Hein. Et pour les non, vous êtes bullish sur ce marché, vous voulez pas mettre de l'argent dedans? Pour les non, qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis finalement? Parce que vous attendiez qu'il y a tout qui pète pour envoyer de l'argent, en gros. Je dis pas ça méchamment, mais ou alors vous dites voilà, j'ai un budget crypto et mon budget il est prêt. Et après ça va partir dans de l'immobilier, dans d'autres trucs. Ouais, j'avoue, vous voulez faire quoi de votre argent à la fin du cycle? Méga deep, déjà in. Putain, le chat défile à une vitesse, les gars. Je pense qu'on est vraiment en train de battre des records là. Ouais. On est 550 sur mon live. On est 470 sur le tien. Ouais. Sur YouTube, sur ma chaîne, on est à 200. Sur Coin Academy, on est à 200. On est 2000 là en fait. Et du coup, ouais, c'est insane. Et du coup, on est beaucoup là. Merci beaucoup. Hein, merci les potes. Je suis choqué. Mais du coup, ça veut dire qu'on a tous la même maladie entre nous là. C'est que on est complètement rongé par les cryptos, quasiment plus rien en banque pour certains, dont moi. On est complètement rongé par ce marché de fou malade. C'est du tout ou rien en fait ce marché. Hein. Et qui dans le chat est là depuis moins de 2 mois? Est-ce qu'il y a des nouveaux là? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont intéressés? Moins de 2 mois, vous mettez plus 1 dans le chat, ok? Comme ça différencie de la question d'avant. Moins de 2 mois, ouais. Moins de 2 mois, vous mettez plus 1. Si vous êtes là depuis plus de 2 mois, vous mettez juste 0 dans le chat. Plus 1 ou 0, les potes. Il n'y a pas beaucoup de plus 1. Hein. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais vraiment ultra légers. Je dirais 3-4% même pas. Oh, le chat, je suis chaud. Il y a tellement de gens, c'est du jamais vu, frère. Ok. Il y a quelques plus 1 quand même. Bon, Capet, je pense qu'on aura bien parlé avec le chat. Ouais, c'est bien de faire ça de temps en temps. Ouais, ça fait plaisir. Tu vas attaquer technique ou tu vas attaquer news? News, je pense. News. Allez, ça, c'est bon. On a parlé un petit peu de spéculation, de quelques trucs. On va faire une petite pause fonda. Ouais. News. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs encore. Enfin,
Et j'ai un peu l'impression que c'est le prix qui crée les news. Hein. Et à chaque fois que je vous en parle, mais Always, hein. c'est parce qu'on monte que des gens s'y intéressent et que des gens font des annonces. Et que... T'as quel bonheur d'avoir un écran OLED à ma gauche tout net là, mon pote, c'est tout net. Mais je vis pour les caméras, j'adore. Donc c'est parti. Actualité de la semaine, on attaque. Alors, encore une fois, merci à Bitpanda de soutenir cette émission, de soutenir le Mediacoin Academy. Je vous en ai parlé en début d'émission, je refais une petite parenthèse rapidement. Vous avez, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, le lien du Coin Hebdo à chaque fois dans les descriptions avec toutes les news dont on va parler, tous les liens utiles. Vous avez aussi des liens pour vous inscrire et soutenir le Mediacoin Academy sur Bitpanda. Et donc, on va pouvoir attaquer, encore une fois, merci Bitpanda de soutenir cette émission. Donc, on a une entreprise qui s'appelle Cantos Payments, qui est financée notamment par Tether et Kraken, qui va lancer 2 stablecoins, l'USDQ et le URQ, et c'est conforme à Mika. Move très intéressant. Alors, Mika, petit rappel, c'est quoi? C'est une nouvelle réglementation européenne qui va homogénéiser la réglementation pour tous les pays de l'espace européen. Ça va permettre notamment à, par exemple, un projet, je sais pas, qui est basé en France ou en Italie, de très rapidement pouvoir être passeporté pour tout le reste de l'Europe pour faire son marketing, etc. Et quand tu as un exchange, par exemple, ou un émetteur de stablecoin, tu as des règles très particulières. Et il faut savoir qu'il y a les émetteurs de stablecoin et les émetteurs de très gros stablecoin, faisant court, Circle, Tether. Et en gros, quand tu es émetteur de très gros stablecoin, tu as beaucoup de choses à faire. Et Tether, pour le moment, ils sont en mode je suis pas chaud. Donc du coup, le Tether va devenir interdit en Europe. Vous pourrez l'utiliser on-chain, mais vous allez voir que sur les exchanges, il va progressivement disparaître. Et du coup, ce qu'on fait Tether, et c'est malin, c'est qu'ils ont mis des billes dans cette entreprise Cantos Payments qui lance des stablecoins régulés, et comme ça leur permet quand même de proposer un stablecoin régulé sur les différents exchanges et de continuer. Mais ils n'auront pas du tout la même traction et tout, donc c'est pour ça que... C'est sûr. Et en fait, c'est que l'Europe met en place des règles qui sont très contraignantes pour les stablecoins par rapport à ce qu'il y a dans d'autres juridictions. Et je trouve ça fou qu'en tant qu'Européen, on ne puisse pas utiliser l'USDT. Enfin, on est en 2024, on est interdit de perps, donc de dérivés, on est interdit de polymarkets, on est interdit d'USDT, on est... Ouais, mais c'est pour protéger les investisseurs. Merci. Pour pas qu'on se tape une Terra Luna. Bon, au final... Une Terra Luna sur USDT, bon ouais. Enfin, c'est la fin du game, hein. On peut changer de boulot si ça nous arrive. Bref. Ensuite, on a Goldman Sachs, qui est une des plus grosses banques du monde, hein, qui est d'ailleurs la banque maîtresse à l'époque de la crise de 2008. C'est les patrons du capitalisme, qui avait déjà une équipe dédiée à la crypto chez eux et qui va lancer une entité indépendante pour les cryptos, soon. Ça se ferait dans les 12 à 18 prochains mois et ça leur permettrait d'être encore plus exposés au Web3 et de proposer plus de produits et services à leurs clients. Oh, ils ont attendu les 100K pour annoncer ça. Je suis choqué. Oh, putain. Ouais, il y a un message intéressant dans le chat. Ça sert à quoi d'avoir des stablecoins différents? C'est juste que tu as des entreprises derrière. C'est comme la monnaie électronique euro, tu vois. Tu as PayPal, tu as banque, caisse d'épargne, c'est d'avoir du choix, etc. Voilà, c'est une question de choix, hein, tout simplement. J'ai plus le droit d'avoir des USDT. Alors, tu peux en avoir. C'est pas que tu n'as pas le droit d'en avoir. C'est ceux qui les fournissent, donc Tether, ou les exchanges qui, eux, ne pourront plus le faire. Donc, ça se passera on-chain. Enfin, ce que tu veux dire, c'est qu'on pourra moins ou pas trader en USDT potentiellement sur des exchanges qui sont régulés en Europe. C'est ça. Donc, il faudra passer à l'USDC, tout simplement. Ou d'autres stablecoins régulés. Ensuite, on a ce produit BFUSD, qui n'est pas un stablecoin, qui a été annoncé par Binance. En gros, on nous annonce un produit financier où tu peux avoir un rendement annualisé estimé à 19,55%. Ça a mis un coup de chaud à tout le monde. Les gens tout de suite, oh là là, vous avez pas appris avec Terra Luna, etc., etc., etc. Bon, première chose, il n'est pas encore sorti. Il va sortir. Deuxième chose, Binance s'est bien justifié pour dire que non, ce n'est pas un stablecoin. Du coup, ça rentre pas dans la réglementation MiCA, dont on vous parlait juste avant. Et l'idée, ce serait de pouvoir profiter des fruits du business de Binance. Donc, c'est très probablement un concurrent d'Ethena qui se profile. Mais on juste n'a pas encore les détails. Précision sur ça. Déjà, c'est pas accessible de tous. Déjà, c'est uniquement pour les VIP. Pour les VIP, oui, c'est vrai. Donc, c'est les gens qui ont des gros soldes sur Binance, qui ont du gros volume ou qui ont beaucoup de BNB qui sont éligibles. Et plus tu as un tiers important en VIP, plus, je crois, ton cap, donc le montant de BFUSD que tu peux avoir, il est important. Enfin, j'ai lu ça. Donc, dans tous les cas, on n'a pas toutes les informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas un stablecoin.
a priori, ce sera pas pour vous, ce sera surtout pour des gens qui tradent beaucoup, qui ont beaucoup de soldes sur Binance. Il y aura sûrement des gens dans le chat que ça concernera, mais c'est peu. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est ça. Et Ne vous on n'a affolez pas pas. toutes les infos. On n'a pas encore toutes les infos de d'où vient le yield pour le justifier et est-ce qu'il restera à 19,5%. Attends. Par contre, juste pour faire la parenthèse, c'est pas comparable avec Terra Luna parce que Terra Luna, ce qui s'est passé, c'est que on avait d'un côté un jeton qui permet d'imprimer du stablecoin, mais ce jeton, il était backé par, on va dire, la hype, il était backé par les gens, mais il n'était pas backé par d'autres actifs comme des real world assets, de l'or, des stablecoins, etc., etc. Terra Luna, enfin, la Terraform Labs, l'entreprise derrière, a commencé à backer ces stablecoins avec du Bitcoin qu'ils achetaient progressivement, sauf qu'il y avait un gros décalage entre les encaisses de Bitcoin. S'ajoute à ce décalage le fait qu'il y avait des stratégies d'arbitrage qui se faisaient directement on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain, mais ces stratégies ne pouvaient pas être en temps réel. Il y avait quand même des limitations techniques en termes de performance par rapport à la blockchain Terra Luna. Et c'est le mélange de tout ça qui a fait que c'est parti en couille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les stablecoins sont, les gros stablecoins en tout cas, sont collatéralisés ou surcollatéralisés. C'est-à-dire que pour un 1$ en stablecoin émis, vous avez $1 de stablecoin ailleurs ou de matière ailleurs qui est fait, voire plus de $1. Par exemple, un stablecoin comme le LUSD de l'Equity, c'est un stablecoin qui est backé par des Ethers. Sauf que le prix de l'Ether, Oui, vous on le souffre, savez, on souffre. le prix de l'Ether, il est volatile. Du coup, si l'Ether il baisse, tu pourrais pas dire $100 d'Ether égale $100 en liquidity, parce que du coup, dès que l'Ether il baisse, c'est plus backé. C'est pas possible. Donc, c'est surcollatéralisé. Et le LUSD aujourd'hui, voilà, ça ne pèse que 67 millions de dollars. Quand tu Tether, regardes le marché c'est des stablecoins, 135 milliards. USDC, c'est 36 milliards. USDE, c'est 5 milliards. voilà, 4 il est même milliards. pas, Donc, il est même pas dans le top. en gros, ça n'existe pas. En gros, ça n'existe pas. Et en fait, si tu regardes tous les stablecoins qui sont backés par des cryptos, enfin, or Ethena, et c'est même pas le cas, parce que, genre, en gros, ils nerfent la volatilité des cryptos avec du delta neutral, ça n'a aucune traction. Donc, en fait, dans tous les cas, ça sert à rien de flipper. Tout ce qui est style Terra Luna ou collatéralisé en pure crypto, globalement, plus personne n'utilise ça. C'est ça. C'est très très petit par rapport à des trucs centralisés, en tout cas. Donc ne vous inquiétez pas, attendant d'avoir plus d'informations de la part Mais de même Binance. DAI, c'est fonds du trésor américain, enfin c'est bon du trésor américain et Autre d'autres trucs. stablecoin. Et autres stablecoins. Donc, Et il génère du rendement. ouais. On va parler maintenant de cette petite offre de Black Friday parce que franchement les gars, on va pas se mentir, les promos elles sont hyper sexy et si vous n'avez pas encore de hardware wallet alors que vous êtes dans les cryptos, vous devez avoir un hardware wallet. Je ne suis pas là pour vous vendre le truc le plus cher. Je vous le dis, là on a des liens affiliés avec Coin Academy, on vous les laisse en description. On a fait des vidéos review d'ailleurs, si jamais on a sorti 2 vidéos des nouveaux produits Ledger Flex et Ledger Stacks de Ledger, mais ça c'est vraiment pour des gens qui ont envie de se faire plaisir. Honnêtement, je vous le dis, si c'est pour protéger des gros bags d'Ether, de Bitcoin, etc., le Nano S Plus, il est largement suffisant et il est en promo à 60 balles au lieu de 80. Donc on a un joli moins 25%. Précision d'ailleurs, si vous êtes dans le marché des crypto-monnaies depuis très longtemps, vous avez peut-être eu la première génération de Ledger Nano S, comme moi. Et au bout de 3 ans, l'écran il marchait plus, il était bon pour la poubelle. Normalement, ça ne devrait plus arriver avec les prochaines générations. Je vais pas parler au nom de Ledger, mais bon, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs à ce niveau-là. En fait, dans tous les cas, le wallet que vous allez choisir, il dépend des fonds que vous avez en crypto. Enfin, si vous avez 200 € en crypto, vous n'allez pas mettre 400 € dans un wallet. Si vous avez 1 million en crypto, vous en avez rien à foutre de mettre 400 € dans un wallet. Donc, ça dépend uniquement de ce que vous avez, à quel point vous voulez vous faire plaisir et à quel point vous voulez avoir le neck plus ultra. Mais dans tous les cas, nous, on vous a mis le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Évidemment, c'est un lien de parrainage. Donc, si vous faites une commande avec ce lien-là, vous nous soutenez et on touchera une petite commission. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez, je suppose, tous des produits. Donc, mais en tout cas, le plus important, c'est que techniquement, tu peux avoir un très bon produit à 60 €, 50 € pour stocker tes cryptos, quoi. C'est ça. Et des très bons produits qui sont là depuis longtemps, etc., qui sont battle tested, donc ouais. Ça ressemble à ça. Vous avez un petit port USB dessus, on le verra pas très bien, mais en gros, le principe, il est très simple. USB-C. C'est le même principe que la carte à puce sur vos cartes bancaires. En gros, c'est quelque chose qui vous permet d'interagir avec les crypto-monnaies. En gros, vous stockez pas vos crypto-monnaies là-dedans, puisque les crypto-monnaies, elles sont dans le cloud, entre parenthèses, elles sont sur la blockchain, d'accord? Ça vous permet juste de gérer, dépenser, recevoir des crypto-monnaies. Et quel en est l'intérêt? Eh bien, tout simplement, pour pouvoir envoyer des fonds, dépenser des fonds, vous devez obligatoirement
utiliser cet appareil physiquement. Ce qui fait qu'un pirate informatique, même s'il piratait votre ordinateur, il pourrait pas rentrer là-dedans et signer à votre place. Du coup, ça vous évite bien des galères parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Après, je pense qu'on va pas trop étayer sur Ledger. Je pense que les gens dans le chat connaissent. Ouais, mais c'est plus pour les nouveaux. C'est plus pour les nouveaux et pour la partie sécurité aussi, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, il faut faire ça, mais ils savent pas pourquoi. Voilà, moi je vous le dis, c'est pour éviter de se faire pirater les fonds. Mais dans tous les cas, si vous interagissez avec des trucs bizarres avec votre Ledger, ça ne protège pas les fonds. Le hardware wallet, il vous sert juste à avoir une sorte d'interface physique qui n'est pas liée nécessairement avec Internet et qui vous montre des choses qui ne sont pas corrompues par rapport à ce que vous pourriez voir sur votre écran qui pourrait être infecté par des malwares. Ouais, mais si vous faites n'importe quoi avec votre Ledger, vous interagissez avec des trucs en DeFi qui sont scammy, vous ferez quand même scam. C'est un wallet comme un autre. Sauf que là, c'est du physique. Donc, et même si par exemple demain votre Ledger en panne, vous perdez pas au fond. Tout est sur la seed phrase. Donc c'est la seed phrase qu'il faut sécuriser avant tout. C'est le plus important. C'est pas parce que tu as un ledger que ta seed phrase, si quelqu'un là, il peut pas l'utiliser quoi. Donc gardez en tête que c'est la seed phrase et que ledger c'est un bon moyen de sécuriser vos fonds crypto, mais que si vous faites n'importe quoi, vous aurez toujours des petits soucis ou des gros soucis même. Voilà, donc j'avais fait un tuto dans la formation. Quand il parle de seed phrase, il parle de ça, Léo. En gros, quand vous recevez le produit, vous notez une suite de mots. Ça ressemble à ceci. Voilà, vous notez tous vos mots dessus. Et puis, en fait, cette suite de mots, vous allez pouvoir l'importer dans autant de ledgers que vous voulez. Cet appareil-là, si vous voulez le remettre à zéro, ou dans un nouvel appareil Ledger, etc. Par contre, ça, il faut pas le perdre, parce que si tu perds ça, tu perds l'accès au fond. Voilà, donc je vais pas vous prendre la tête plus longtemps avec ça. C'est ça, c'est un must-have si vous faites beaucoup de... Ensuite, on a les fondateurs de Lido qui lancent un concurrent de World Network, anciennement WorldCoin. Donc, le principe de WorldCoin, c'était quoi? C'était d'avoir un projet qui permet de lutter contre les bots sur Internet. En gros, faire un scan d'iris, donc un scan de l'œil égale un humain pour éviter qu'une personne puisse créer plusieurs identités sur Internet, par exemple pour du farming d'airdrop, pour botter des forums, etc., etc. Et c'était un projet qui était très critiqué parce que au début c'était pas open source, ils avaient peur qu'il y ait des problèmes de fuite de scan d'iris, etc., etc. Bref, ça s'est quand même amélioré WorldCoin. Et donc Lido, le protocole de liquid staking, va lancer un projet concurrent. Mais ce ne sera pas un scan d'iris. Ce sera cette fois ce qu'ils appellent des traces numériques laissées par les internautes. En gros, l'idée, c'est que quand vous utilisez des apps, de ce que j'ai bien compris, vous allez avoir un pattern spécifique. Voilà, comment vous bougez votre souris, je sais pas, la résolution de votre écran, sur quel navigateur vous êtes, quelle est votre adresse IP, toutes sortes de traces qui vont générer une signature spécifique. Et à partir de cette signature, eh bien, on sera capable de définir des personnes. C'est déjà un peu comme ça que ça se passe pour certains systèmes antifraude sur Internet notamment, parce que même si tu changes de compte, potentiellement, tu as toujours la même IP ou tu as la même résolution, tu as le même hardware ID, etc., etc. Donc, c'est une façon différente d'approcher le problème et ça peut éviter les fuites de données sensibles. On n'a pas plus d'infos que ça parce que ça part d'un leak sur le média CoinDesk et on ne sait pas non plus quel sera le lien directement avec le protocole Lido. Mais en tout cas, ce sera une affaire à suivre. Ensuite, Donald Trump en discussion avancée pour un rachat de plateforme de trading Bakkt. Alors Bakkt, vous en avez peut-être entendu parler. C'était, je crois, un peu les chouchous de Wall Street à l'époque. C'était une plateforme de trading de crypto. Ça avait un peu annoncé le top de 2017 à l'époque, si je me souviens bien. En fait, c'est pas une plateforme de trading qui fait un volume de dingue, de ce que j'ai bien compris. Mais là où c'est intéressant... Mais surtout, ils étaient aux US et surtout, ils étaient très branchés avec les instituts, etc. Donc, ça brassait quand même. Mais en comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est relativement petit. Mais tout ça pour dire que Donald Trump, du coup, je te laisse compléter. Donald Trump, du coup, qui a une entreprise qui s'appelle Trump Media and Technology Group, qui est l'entreprise qui est propriétaire de Truth Social. Vous savez, quand Trump a été banni des réseaux sociaux après avoir avoir fait son espèce de coup d'État au Capitole, lui, il a créé son propre réseau social pour pouvoir continuer à s'exprimer et ne pas subir la censure, du coup. Et là, l'idée, ce serait d'avoir un lien entre potentiellement son réseau social et une plateforme de trading. Peut-être proposer de l'achat de crypto directement sur la plateforme. On n'en sait pas trop pour le moment, mais l'idée, ce serait que le groupe média entre au capital de Bakkt. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais
Ça va être intéressant là aussi à surveiller. On sait également que Trump va rencontrer le PDG de Coinbase, puisque comme il n'est pas encore président, il a gagné les élections, mais il n'est pas encore au pouvoir, il va l'être à partir du 20 janvier, il est en train de constituer son futur gouvernement. Et donc, il aimerait avoir de l'expertise du côté des crypto-monnaies, donc il essaie de rencontrer des acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies, et le patron de Coinbase fait partie de ces acteurs. Du coup, plutôt bonne nouvelle, quoi, parce que c'est une sacrée tronche, le patron de Coinbase, il peut lui donner des inputs très intéressants et très positifs pour le marché des crypto-monnaies. Après, c'est... enfin, il n'y a rien de nouveau, quoi. Enfin, t'as le lobby pro-crypto qui a été avec Trump, ou en tout cas qui a poussé dans ce sens-là toute la campagne. Brian Armstrong, qui est du coup le PDG de Coinbase, ça a été un des premiers soutiens de Stand With Crypto, tu vois, l'initiative pour identifier quels sont les hommes politiques et femmes politiques pro-crypto, notamment aux États-Unis. Et globalement, le lobby crypto a financé des énormes campagnes pour que les cryptos prennent plus de place politiquement. Et c'est le cas maintenant. Donc, c'est super positif, mais c'est pas une big news. C'est pas une surprise, mais c'est évidemment ultra positif. Maintenant, c'est le moment insolite. Vous avez peut-être vu passer ce tweet. On a un gamin qui a fait un truc qui se fait beaucoup en ce moment. Alors, je vais aller sur le site PumpFun. PumpFun, c'est non, fais pas ça. Non. Ah oui, je sais pourquoi. Je ne vais pas y aller. Au risque d'avoir des images à caractère pornographique et tout faire sauter. Donc, il y avait un mec en cage qui disait à 100K de market cap, j'aboie, à 200K, je fais caca dans la cage, des trucs. Et je n'ose même plus aller sur ce site du démon. Et du coup, il y a une partie où tu as des gens qui streament. C'est ça, quand tu crées ton token, tu peux streamer, tu peux mettre de la vidéo, de l'image, tu peux mettre tout ce que tu veux. C'est hyper stylé. Et du coup, ce gamin, il a lancé un token qu'il appelait Quant, Gen Z Quant. Il a fait son petit stream. Le truc a commencé à monter de prix. Il a vendu ses jetons, il a pris 30 000 balles, il a commencé à faire des gros doigts d'honneur en mode je vous ai bien niqué. Et la communauté, pour se venger, a dit ah ouais, t'as vendu tes tokens, et ben nous, on va le pumper ton jeton et on va le pumper bien vénère. Et ils ont envoyé le jeton à 4 millions, 100 millions de market cap. Même plus haut, je crois, je me demande si c'est pas monté bien plus haut. Et du coup, si le gamin avait pas vendu ses jetons, il aurait eu 4 millions. Bon du coup, c'est parce qu'il a vendu qu'on l'a envoyé à plus de 100 millions, mais l'histoire était très rigolote et on a fait un tweet à ce sujet et le tweet a explosé. C'est le plus gros buzz qu'on a jamais fait sur Twitter, je crois. 1,7 million de vues, c'est-à-dire que ça a dépassé complètement les crypto bros. On onboard les normies. C'est rigolo. On onboard les normies. Belle fierté. Ensuite, la nouvelle de la semaine. Le meilleur pour la fin. Le directeur de la SEC, Gary Gensler, on en parlait déjà la semaine dernière, nous dit « Ciao mon pote, voilà, dès que Trump devient président, le 20 janvier, lui, il se casse. Donc, il y aura quelqu'un de beaucoup plus pro-crypto qui devrait le remplacer normalement. Et on va peut-être avoir enfin une réglementation qui va dans le bon sens. Et du coup, déjà que les Américains ont toujours été avant-gardistes sur beaucoup de choses liées au web, ça va être le cas avec la crypto aussi. Ça va aussi donner, j'espère, des bonnes idées au reste du monde et à l'Europe notamment. Ok, on me dit dans le chat également qu'il y a Hélène de la Fed, c'est ça, qui annonce son départ. Ouais, ça bouge de partout. C'est juste incroyable. Et des news, là, on en a couvert quelques-unes, mais cette semaine, c'est allé à 200 à l'heure. Donc, évidemment, le meilleur moyen de suivre tout ça en temps réel, c'est de suivre Khan Academy sur Twitter. Franchement, nous-mêmes, on s'est surpris à la vitesse à laquelle on a tweet des news majeures et à la fois comment on a couvert tout ça, etc. Donc, juste trop content de comment le média se développe. Et merci pour tout. Merci les potes. Merci de nous suivre. Merci de nous soutenir. Encore une fois, on le dit souvent, mais... Et je vous balance dans le chat un petit concours. On fait gagner 1000 balles à 2 gagnants. Il y a 500 $ pour vous et 500 $ en jetons Zifi pour votre pote. Sur ce concours, c'est très simple. Vous avez juste ART le tweet, follow les 2 comptes, taguer un de vos potes et nous, on fait le tirage le 26. Je vous prends pas plus la tête avec ça. Donne-moi un instant, j'ai un autre concours. Tant qu'à faire. Ok. J'ai un autre concours. Je vais le remettre là. Donne-moi un instant, je scroll parce que j'ai fait que tweeter, c'est n'importe quoi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je fais gagner aussi 500 $ à une personne tirée au sort au hasard. Je vous ai mis le lien dans le chat. Encore une fois, si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Si jamais vous voulez tenter votre chance, vous pouvez le faire. Et vous avez jusqu'au 26, donc dans 48 heures. Et de mémoire, sur l'autre concours aussi, c'était très soon. Donc, n'hésitez pas. Tout ça sera en description et on a mis les liens dans le chat, évidemment, sur YouTube, sur Twitch. Et si vous aimez l'argent gratuit, on va vous arroser de concours là. En ce moment, on est en boule. On a des trucs de près de partout. Ça va envoyer sec. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Là, c'est l'occasion d'arroser. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. J'aimerais qu'on parle un petit peu Layer One.
rapidement. Alors, je m'étais noté toutes sortes de Layer 1. Comme je le disais en début d'émission, on n'a pas des perfs partout. On a surtout eu des perfs sur des Layer 1 avec des annonces vis-à-vis du fait que, par exemple, Cardano allait s'approcher de l'administration Trump. On a eu pareil pour Hashbar. Je vous conseille de taper sur Internet CoinGecko, Layer 1, et de faire vos devoirs. Comme on l'a dit en début d'émission, n'allez pas vous surexposer à toutes sortes de cochonneries par appât du gain, parce que c'est un peu comme le casino, ça peut effectivement continuer les multiples, mais ça peut aussi fondre comme le sucre. Donc si vous saisez trop, si vous mettez trop d'argent et que ça prend du divisé par 4, bah, ce serait dommage, quoi. Donc voilà, au-delà des gros Layer 1 que vous affectez tant, du Bitcoin, Ethereum, Solana, presque, voyez les autres Layer 1 comme des meme coins. C'est juste qu'historiquement, les Layer 1, c'est ce qui a tendance à performer sur ce marché. Est-ce que ça va continuer par la suite? Je ne sais pas. Je me dois de vous dire en tout cas que ça a plutôt bien marché par rapport à de nombreux projets. Donc voilà, tout simplement. Moi, j'en suis pas mal pour toutes sortes de raisons. Il faut aller sur Coin Academy, il y a les analyses fondamentales, Capet. Et il y a aussi les analyses. Je veux montrer vite fait comment y aller. Ouais, alors... C'est ça, là regarde, j'ai mis Alephium, Aleph0, Radix, Chromia, alors Scale, on l'a pas fait, Ronin je crois pas, Ultra Multiversix, tu prends le nom du projet, par exemple Chromia, tu tapes Coin Academy sur internet, l'analyse tu l'as. Et tu peux aussi utiliser le champ de recherche de Coin Academy. Et surtout, tu peux utiliser en bas à droite l'agent Krill pour résumer l'article. Et voilà, si t'es vraiment un gros flemmard, en bas à droite, alors du coup, là je suis on ne le verra pas sur le live, mais en bas à droite de votre écran, quand vous êtes sur Coin Academy, vous avez un petit icône et en gros, quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez des fonctionnalités intelligentes et notamment, vous pouvez résumer l'article. Donc, lorsque vous cliquez dessus, ça va vous faire un résumé de l'article. Des fois, ça prend un peu de temps, etc. Parce qu'il récupère tout le contenu. Et ensuite, vous avez tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Souvent, c'est instantané pour les pages qui sont les plus visitées. Chromia, je suppose que ça intéresse moins de gens. Donc voilà. Mais pour ceux que ça intéresse, vous avez ça tout simplement sur le site. Et voilà. Et à chaque fois, donc, on vous présente c'est quoi le projet, c'est quoi l'équipe derrière, à quoi sert le jeton, la tokenomics pour les projets qu'on a analysés récemment. On vous parle aussi de technologie, on vous parle de tout. Et bah voilà, on a enfin notre petit résumé. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut sur Coin Academy pour pouvoir faire vos devoirs et vous faire une opinion. Moi, j'ai noté plein de trucs pour différentes raisons. Je peux te remettre en full screen parce que du coup, ouais. Tu vois, par exemple, Alephium, c'est du proof of work. Aleph0, bon, c'est performant, mais je pense que c'est un peu finito. Radix, alors on a bossé avec eux, mais Radix, dans le game des Layer 1 surpuissants. Il y a Bitcoin sur France 2 là. Stylé. Radix, très intéressant. Très, très, très intéressant parce que là, ils vont sortir un nouveau moteur de consensus qui va faire qu'on va taper des millions de transactions par seconde. En plus de ça, ils sont bien adaptés pour l'UX, ils sont adaptés pour la DeFi, etc. Donc Radix, pour moi, c'est sous-coté. J'en ai pas, mais franchement, je me tâte parce que je trouve ça intéressant. Chromia, c'est pour du gaming. Scale, c'est du gaming. Ronin, c'est du gaming, mais c'est des chaînes où il y a pas mal d'activités, en vrai, pour du gaming. Ultra, ça va arriver. Ils ont annoncé l'EVM, là, récemment. Donc, on va enfin avoir l'EVM sur Ultra. Et quel va être l'intérêt d'ajouter l'EVM sur Ultra? Bah, déjà donner plus d'utilité aux jetons, puisque ça servira de gas token pour la partie EVM. Pour la partie chaîne native Ultra, ce sera toujours Files. Et on va pouvoir également intégrer des jeux de l'écosystème Avalanche, Polygon, Ethereum, Base, etc. Tout ce qui est EVM, plus facilement sur l'écosystème Ultra parce que les gens qui ont l'habitude de faire l'EVM, ils vont pouvoir utiliser des outils EVM. J'ai aussi noté Multiversix parce que au-delà de tout ce qui se passe sur Twitter, etc., ça build, ils ont une bonne tech et je me dis, voilà. Donc après des Layer 1, il y en a plein. Je vais pas vous mentir, il y en a vraiment une chier. Donc je vous laisserai regarder tout ça. Mais je pense qu'il y a plein de Layer 1 qui peuvent se refaire une petite santé sur ce cycle. J'en note un dernier. C'est Aleo. Est-ce que tu connais Aleo, Léo, ou pas du tout? Non. Alors, Aleo, c'est le grand braquage. Ils ont levé 300 millions. Ils ont levé, je crois, en fin de cycle 2021 parce que c'était un peu ZK is the endgame, il va y avoir du zero knowledge partout, etc. Ils ont réussi à bien se vendre et ils ont fait un Layer 1 spécial ZK. Pendant le testnet, j'ai trouvé l'UX absolument dégueulasse, on va pas se mentir. Pour ce qui est de la valorisation, je sais pas à combien ils sont rentrés, mais vu le dernier round, il y a moyen qu'ils soient rentrés à 2 milliards de FDV, les Gus. Et là, actuellement, on est à 2 milliards de FDV. Donc je me dis, affaire à suivre. Ça commence à être tout plat, peut-être que ça peut continuer de fondre, mais regardez Aleo, sait-on jamais.
Même si, bon, moi, dans les Moi, chouchous JT, c'est plutôt j'ai et pas le Polygon. même conseil. Tu peux te remettre full screen parce que du coup, ça fait un gros Ouais, truc ouais, du ouais, coup. ouais, ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas le même conseil. Enfin, en gros, j'ai trop peur que les gens se disent que c'est la fête du slip et qu'ils s'éparpillent partout et qu'ils fassent des conneries. Et c'est un peu ça qui me fait peur, tu vois. Je me dis que c'est surtout que là, en fait, tout le monde est hype, tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde est sur le coup de l'émotion, etc. Donc, à mon sens, vos plans, etc., il fallait les prévoir en avance. Parce que là, en gros, tout ce que vous allez avoir envie de faire, c'est de sauter sur tout, tout acheter, ne pas trop réfléchir, etc. Alors, ça peut être très lucratif de certaines manières, etc. Mais si vous avez un plan, essayez de le garder bien en tête. Si jamais il y a des ajustements à faire, des petits ajustements ou des choses fondamentalement qui changent sur le marché, pourquoi pas modifier légèrement votre plan, mais voilà, faites attention. Moi personnellement, je suis full BTC, donc voilà, mais je vais probablement, tu vois, déployer un peu de capital sur ETH, et puis après, j'essaye de prendre des petits trades à gauche, à droite sur les dérivés, mais sur le spot, en réalité, je m'éparpille pas. C'est sur les dérivés que je m'éparpille, et je fais extrêmement attention parce que n'oubliez pas qu'à tout moment, on peut aussi avoir un retracement de 10-15% sur BTC. C'est le genre de correction qu'on a après des hausses qui sont assez violentes. Je dis pas que ça va arriver. Enfin, ça arrivera, mais est-ce que ça arrivera maintenant? Est-ce que ça arrivera à 140 000? Enfin, j'en ai aucune foutue idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est, voilà, genre, ne vous éparpillez pas trop. Gardez en tête qu'on peut avoir un dip et gardez aussi un peu de stable, toujours une petite couche. On sait jamais, dans le cas où il faille renforcer en cas de dip, etc. Parce que moi, j'ai trop peur que tout le monde se dise Altizone, je rentre pleine patate maintenant. On se prend un retracement sur BTC, ils se font tous arracher la gueule, ils ont pas assez d'argent pour buy le dip, et ensuite on part, tu vois, on part après avoir fait vendu des gens, après avoir fait vendre, ou en tout cas ils se retrouvent dans une situation où émotionnellement ils sont, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est compliqué, les gars, évidemment, de vous suggérer des choses, de vous recommander des choses, mais moi, je vous dis pas d'acheter, je vous dis de regarder. Hein. donc deux choses différentes. Et pour moi, il faut surtout regarder les grosses narratives en vrai. Ouais, je suis d'accord. Surtout les grosses narratives. Et les infras, du coup, qui hébergent ces narratives. Parce que, en fait, moi, tu vois, on disait que jusqu'à maintenant, les L1, ça a bien performé, etc. Mais j'ai un peu l'impression, peut-être que cette fois-ci n'est pas différente, hein, mais j'ai un peu l'impression que en ce moment, l'infra, c'est moins le sujet. Dans le sens où, faire passer 3000 transactions par seconde avec des frais à moins d'un centime, on sait faire, tu vois. C'est plus trop la question. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va rajouter de sexy par-dessus, tu vois? Pour moi, tu vois, de l'IA, des meme coins, peut-être du trading décentralisé, ce genre de choses. Mais les L1, tu vois, moi, personnellement, évidemment, je suis positionné sur Bitcoin, je suis positionné là sur les dérivés sur Ethereum, mais j'ai envie d'en prendre encore plus. J'ai de l'exposition sur Solana avec les dérivés. J'ai de l'exposition, évidemment, sur Telegram avec Ton. Mais tout pump en bull market, mais ouais. Je me demande si c'est, tu vois, et puis NIR, tu vois, NIR, c'est mix entre L1 et IA, tu vois. Donc c'est ça qui rend le truc aussi sexy, mais je sais pas si aller sur tous les L1 de la Terre, c'est vraiment une bonne idée. C'est pour ça que faites attention à vous aussi, les gars. Mais c'est bien, voilà. En gros, vous avez toutes les clés. Regardez, agissez ou non, mais je voulais juste vous dire que ces 30 derniers jours, qu'est-ce qui a le plus performé? Un L1, un L1, un L1, 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 pas L1. Mime. Ça, c'est factuellement ce qui s'est passé. Après, factuellement, c'est Dinocoin, enfin, c'est des Dinocoins capitalisés, quoi. Mais oui. Ouais, regarde. L0, L1, 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 mime. T'inquiète, Famacito, j'ai vu, Nir, t'inquiète pas. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et ça peut continuer longtemps. Hein. Après, regarde, hein, L2, L2, L1, bref. En fait, les gars, vraiment, dans ce contexte, c'est trop compliqué parce que, genre, nous, on peut avoir des convictions et on peut se dire que ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Puis ce marché, il te fait pump le truc de 200% en une journée, tu vois. Donc là, je pense que c'est plus une question de vous orienter sur le bon chemin pour le cycle entier et pas seulement des parties de cycle. Parce que comme à chaque fois, les narratives pump une par une, elles se relayent. Donc, et c'est ça qu'il faut surveiller. C'est vraiment ça qu'il faut surveiller. C'est identifier les narratives avec le plus de hype dont les gens parlent le plus. Et parmi ces narratives, celles qui, justement, se reposent un peu plus par rapport à d'autres qui sont justement en train de péter, tu vois. On parlait des meme coins, Dinocoin. Ok, qu'est-ce qui va péter? IA. Peut-être real world asset d'une certaine manière, Depin. Après, pour le reste, après, t'as le restaking. Moi, j'accroche moyen. Même pas. T'as l'infra avec les L2. J'y accroche moyen. Le gaming,
j'y accroche moyen. Et ensuite, il reste pas grand-chose, tu vois. Après, tu as la DeFi, mais après, il y a beaucoup de gens qui parlent de DeFi Renaissance. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas DeFi Tu vois, Renaissance, ouais. AAV, Uni, tu vois, c'est un peu des dinocoins, mais ça m'étonnerait pas qu'on les voit performer à un moment. DYDX, hyper liquide avec le hype, tu vois, ça m'étonnerait pas. Évidemment, il y a à boire à manger, mais identifier les bonnes narratives, essayer d'identifier celles qui sont calmes et essayer de vous positionner, parce que se positionner sur un truc qui est vertical, c'est le meilleur moyen de faire des conneries et d'y aller à l'émotion, en fait. C'est peut-être que tu as encore 200% à accrocher après que ce soit vertical, hein, quand tu vois le graphe vertical, mais juste le problème, c'est que quand les charts sont à la verticale, vous n'avez pas de plan. C'est ça le problème. Vous n'avez pas de plan. Et si vous aviez un plan, vous vous rendriez compte que votre risk-reward, il est plutôt mauvais par rapport au reste. Donc, et tu vois, par exemple, Pendle, pareil, tu vois. Pendle, c'est un protocole DeFi que j'ai pas assez bien cerné, mais tous les gens qui sont à fond dans la DeFi sont à peu près unanimes pour dire que c'est vraiment un banger, tu vois. Et moi, je suis pas trop dans le trading de yield, tu vois. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien backé. Il est proche de son ATH, tu vois, des cryptos qui sont proches de leur ATH, on n'a pas 10 000. Après, pour ce qui est tokenomics, unlock, etc., j'ai pas du tout regardé. Mais, et puis, c'est déjà bien capitalisé. Mais en soi, Pendle, tu vois, ça fait partie des projets DeFi avec AAV, Uniswap, DYDX, Hyperliquid et quelques autres trucs qui, genre, sont intéressants à regarder sur cette narrative. Après, c'est monté fort aussi. Hein. Ouais, en gros, les rois de la DeFi, donc Uni, AAV, Ethena, on peut le dire, Jupiter, Redium. Mais... Et question pour toi, Léo. Vas-y, termine ce que tu voulais dire, peut-être. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on arrive dans une phase qui est vraiment compliquée parce que t'es dans un environnement bull. Genre, sur les 6-12 prochains mois, on suppose que les prix vont s'apprécier, mais t'es jamais à l'abri d'une correction un peu bâtarde sur un flush, tu vois, sur un truc comme ça, sur BTC, ETH. Peut-être que ce sera des dips qui seront plus faibles. Peut-être que ça se fera sur une consolidation. On sait pas. Dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est que quand BTC range, sur le peu de temps qu'il a range, toutes les altes ont pété. Hein. C'est arrivé exactement à ce moment-là. Donc... J'ouvre le débat, Léo, et tu vas me dire ce que t'en penses. Je pense que ça va être l'élément le plus intéressant de cette émission. En fait, tu vois, on est que entre deux chaises. On le sait. Je parle pas de Black Swan. Hein. Je vois dans le chat, je parle pas du tout de Black Swan. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, on peut toujours avoir un moment où il y a un truc horrible en mode troisième guerre mondiale, j'en sais un truc de fou. Bon, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Au-delà de ça, on est dans ces moments de marché où, parce que c'est vertical, tu as des gens qui vont rester sideline et qui peuvent le rester très très longtemps. Non, mais après, bon, frère... Non, mais je vais te prendre le... Non, mais attends, je termine. Je vais prendre le schéma inverse. Schéma inverse. 2022, on s'est pris 11 semaines de baisse et pendant 11 semaines, on attendait les rebonds techniques pour sortir. On n'a pas eu de rebond technique. Comme on peut être capable de faire bougie verte sur bougie verte sur bougie verte. Comme pas, hein. Voilà. Donc, n'y allez pas plein B. Ça, on est tous les deux d'accord là-dessus. N'y allez pas plein B. Dans tous les cas, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Par contre, peut-être ne regrettez pas non plus en y allant très 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 mollo, à coût de 1% du capital, machin, juste pour être placé, juste pour être in, histoire de pas regretter. Voilà, c'est juste ça. Et maintenant, on va se mettre en situation. On a un Bitcoin qui a quasiment fait les 100 000. Frérot, t'es en 5 secondes. Ouais, je sais. Qui a quasiment fait les 100 000, qui baisse vite fait. Plusieurs scénarios de par ton expérience, Léo. Si Bitcoin range entre 75 000 et 100 000, pour toi, les alts se comporteraient comment? Bah, si range, les alts pètent. C'est aussi simple que ça. En fait, si Bitcoin performe, notamment s'il break les 100 000 $, pour moi, à partir du moment où BTC break les 100 000 $, et toutes les liquidités vont être aspirées par BTC. Et c'est un peu ce qu'on voyait au top, tu vois, quand on était au top très récemment, là, à 99 000, 99 500, etc. Tu voyais que, genre, en fait, BTC essayait de pump, et en fait, en essayant de pump, bah, en fait, il prenait toutes les liquidités du marché. Et à partir du moment où il a un tout petit peu dump et rangé juste pendant 12 heures ou 24 heures, toutes les alts sont parties. Donc, juste, c'est simple. BTC performe, BTC réattire toutes les liquidités, tout le monde s'intéresse à Bitcoin, les alts en pâtissent un petit peu, même si on peut estimer que les bottoms sur les alts sont in et qu'elles vont probablement mieux se défendre qu'en bear market. Donc BTC performe, les alts performent moins dump ou genre, voilà, mais il n'y a pas de truc drastique. Et le moment où BTC consolide, pour plus d'une certaine journée, genre quand tu as peu de volatilité ou que genre tu es dans deux zones de prix et qu'il n'y a rien qui se passe, bah, c'est le moment où en fait les alts pètent. Donc moi, en fait, mon seul conseil, il y a plusieurs conseils, mais le conseil déjà, c'est que dans ce marché, dans ce cycle, Bitcoin dominance haute ou pas, peu importe,
prenez vos profits en BTC. Dans le sens où tu fais un gain trop bien en altcoin, mets-toi en BTC. Ou garde mets une partie en BTC, mets une partie en stablecoin pour avoir ta réserve stratégique, par exemple. Tu te dis, moi, je vais avoir 20% de mon folio en stablecoin. Bah, peut-être que ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu prends des TP, bah, t'en mets, je sais pas, 50% en BTC, 50% en stablecoin. Comme ça, t'as ta poche stablecoin et tu restes exposé dans le marché avec BTC. Et BTC, c'est un peu le safe haven, tu vois. Genre, si BTC dump, le reste se fera arracher beaucoup plus fort. Donc toujours ça, c'est plus fort. Gardez en tête que le seul truc que vous avez envie de hold dans la durée, bull market, bear market, c'est BTC. Et voilà. Deuxième conseil, n'oubliez pas que là, c'est un jeu des chaises musicales sur les altcoins. L'objectif, c'est d'avoir le plus de Bitcoin à la fin de ce cycle-là et de ne surtout pas hold les alts indéfiniment. C'est clé. Historiquement, il y a 1 ou 2% des alts qui survivent d'un cycle à un autre? Et je suis gentil. C'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Et il y a combien d'alts qui ne font jamais d'ATH? On voit beaucoup les grosses, mais effectivement, il y a beaucoup d'alts. Voilà. En général, ça s'est toujours passé comme ça. Phase 1, Bitcoin prend. Phase 2, normalement, ça ruisselle sur Ethereum, puis ça ruisselle sur les large caps. Là, cette année, ça a plutôt ruisselé sur Solana et ça ruisselle sur les large caps. Mais pour moi, il n'y avait pas eu le ruissellement encore. Hein. Pour moi, là, tout est encore dans BTC. Si tu regardes la dominance, là, on a des alts qui s'excitent, mais pour vous donner vraiment le max d'opium, Bitcoin dominance toujours à 60%. Ouais. Tu vois, donc c'est rien. C'est rien. C'est sur les alts, là, ce qu'on a vu, c'est rien. C'est genre rien. Mais gardez en tête que la dominance BTC peut continuer d'augmenter. On ne sait pas si on a le top. C'est ça le truc. Mais dans tous les cas, gardez en tête que les alts ne performeront pas, à mon sens, sans Ethereum. Et le moment où tu auras une surperformance qui sera durable sur Ethereum, tu auras les alts qui en profitent, comme l'explique ce graphe. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que Bitcoin top avant Ethereum. Ethereum top après Bitcoin, les alts top après Ethereum. Genre, en gros, c'est Bitcoin qui top en premier, Ethereum qui top en deuxième, les alts qui top en troisième. Et les alts ne peuvent pas performer dans un environnement où ETH ne surperforme pas BTC et BTC performe très fort. Donc, le moment où vous voyez de la consolidation sur BTC, des graphes qui sont assez sympas sur les alts, etc., que vous avez votre plan, que vous avez votre âme et conscience, que vous avez réfléchi à tout ça, il n'y a pas de souci à s'exposer. Et en soi, les alts peuvent aller beaucoup plus haut. Juste n'essayez pas de rentrer trop fort d'un coup parce que vous allez vous faire check-out et vous allez remettre en cause vos décisions. En fait, c'est ça le plus gros truc. C'est que si vous êtes dans l'émotion, vous allez prendre des décisions que vous ne serez pas capable de tenir dans la durée. Et même moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de temps en temps. Tu vois. Vous allez vous dire, oh, c'est ça, cet alt trop bien, ce setup trop bien, je pense que ça va faire x5. BTC qui perd 15%, ton alt qui perd 40% ou 30% ou 25%. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, ah, c'était peut-être un mauvais plan, je vais repasser dans BTC. Et au final, ou je vais repasser en stablecoin, et au final, c'était le dip et tu repars. Donc, juste soyez capable d'avoir des plans qui restent un minimum dans la durée et qui ne vous mettent pas dans une situation trop inconfortable si jamais il y a un dip parce qu'il arrivera tôt ou tard. Et moi, par exemple, sur BTC, sur ETH, surtout, moi, ce que je fais, c'est que je mets des ordres entre 5 à 20% en dessous des prix actuels. Et si on va me filer, je suis très heureux. Si on va pas me filer, je fais de l'argent sur mon spot. Donc, c'est juste que il faut toujours rester en position de force. Réfléchissez à tous les scénarios possibles. Et s'il y a un scénario qui vous met vraiment très mal, essayez de vous en protéger. C'est ça le plus important. Et de pas prendre des décisions uniquement pour un jour, sous le coup de l'émotion, parce que ça pump, parce que votre pote vous a dit rentre maintenant, boum, boum, boum. Vous n'avez pas fait tout ce bear market de con et vos plans pour rien. Soyez un minimum flexible, mais gardez l'objectif en vue. Et à mon sens, c'est avoir en plan, maximiser vos gains en Bitcoin et toujours garder une réserve stratégique en cas de dip parce que vous avez envie de buy les dips dans ce marché, en fait. Et c'est ça, c'est buy the dip, mais du coup, il faut être capable de buy the dip. Et surtout, les profits, il faut les prendre. Et il faut les prendre, à mon sens, en BTC et en stablecoin pour pouvoir buy le dip et surtout maximiser le rendement parce qu'on va alterner entre des surperformances de BTC et des surperformances des alts. Voilà, des dips, c'est ça. Beaucoup d'informations, il y a des corrections. Historiquement, ça a toujours été ça. Ça a toujours été des corrections. Donc, sur le cycle de 2016-2017... 2020-2021, c'est différent. T'es entre 12 et 22 à peu près. Ouais, et ça sera probablement des corrections plus légères sur ce cycle. Voilà. Mais on peut aussi se taper une giga correction de temps en temps. Hein. Un petit moins 35% pour nous sonner avec du moins 50% à moins 70% sur les alts. Mais genre très vite, hein, en 48 heures. Hein. Ça peut tomber comme un coup de marteau. Et surtout, en fait, il y a un truc qui est assez important aussi à prendre en compte, c'est que des fois, en fait, vous faites plein de plans sur plein d'alts différentes, mais en fait, sachez qu'elles sont toutes plus ou moins corrélées. Donc, si on a une qui va fail, probablement les autres, enfin, en cas de dip, par exemple, sur BTC, vont se faire ramasser la gueule aussi. Donc, ne vous dites pas, je prends 1% de risque là, 1% de risque là, 1% de risque là. En fait, en soi, c'est du risque qui se cumule et qui n'est pas indépendant.
C'est pas comme si tu investissais sur l'or et dans l'immobilier à côté, tu vois. C'est comme si tu investissais sur l'or et un dérivé de l'or et un dérivé du dérivé de l'or, etc., etc. Donc, Alors, permettez-moi de pourrir un peu l'ambiance, mais j'adore cet exemple. C'est en 2021, en mai, sur le Litecoin, mais c'est le cas de plein de frérot, trucs, qu'est-ce hein. que tu fais là? Le Litecoin, on a été, sur une seule journée, on est passé de 293 $, 147. Ce qui nous fait, sur une seule journée, sur un alt, hein, moins 51%, en 24 heures. Et je vais vous dire, c'est très simple, parce que Oui, mais faut que ça après, monte au vas-y, servi. non, Non, mais comparer attends. ce qui est comparable aussi. Non, mais depuis tout à l'heure, tu dis, les gars, ne vous faites pas distraire. Si en 24 heures, vous avez des trucs qui prennent 30%, ils peuvent prendre moins 30% ou moins 50%. Ouais, Si en mais 7 jours, ils prennent x2, ils peuvent prendre moins oui, 50%. oui, mais il faut Et spécifiquement les il trucs faut qui ont comparer pété un très début de fort. cycle à une, enfin, tu peux pas comparer un début de cycle à une fin de cycle, ou genre un milieu de cycle à une fin de cycle. C'est ça que je veux dire, c'est que, genre, c'est comme sur BTC, tu vois. Sur BTC, c'est comme tu peux dire, bah, en fait, on peut chercher le dip, il y a pas de dip, et ensuite on va à zéro, oui. Mais Non, mais là, en gros, pour donner le scénario sur BTC, c'est que tant qu'on repasse pas sous 65, 70, tous les dips sont achetés agressivement. Et plus on monte sans dip, plus il faut TP en anticipation. Parce que en fait, si tu montes sans dip, c'est que le dip, il va être plus violent que prévu, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, là, pour moi, on est je vois ce plutôt que en tu veux milieu dire. de cycle, et tu peux pas comparer ça à genre en mode une fin de cycle où genre BTC a déjà fait genre x30, tu vois, ou x20. Non, mais encore une fois, la répétition pour que ça monte au cerveau, c'est de vous dire, si vous mettez trop de votre capital sur un seul altcoin, parce qu'il a fait x2 et que vous vous dites il peut faire x3 ou il peut faire x4, cet altcoin est capable très rapidement de reperdre toute la valeur qu'il a pris en une semaine. Et ça peut être extrêmement rapide, extrêmement violent. Il faut juste que le Bitcoin, il prenne un moins 5%, un moins 10%, mais de manière très rapide, et que les gens paniquent parce que le rouge entraîne le Ça, rouge, j'y et crois pas, c'est hyper moi. violent. Là, dans cette phase de marché, j'y crois pas trop, en tout cas, actuellement. Genre, je On pense verra. que, évidemment, tu peux avoir genre, je pense qu'on peut avoir, genre, des 35-40% de correction, mais j'ai du mal à imaginer plus, là, sur les alts. Parce que, il faut pas oublier que les alts, les alts, si tu regardes la chart des alts au global, il y en a plein, ça fait genre 3 ans qu'elles range, elles sont proches de leur lot, tu vois, genre, je suis en mode, qui va encore dump ces trucs-là, tu vois, genre, t'as quand même eu, genre, 2 ans de bear market pour essorer le marché, tu vois. Donc, c'est pour ça que à mon sens, maintenant, tu as vraiment un changement de paradigme, un changement d'environnement. Et c'est pour ça qu'il y aura évidemment des dips, mais ce sera pas aussi agressif tant que genre t'as pas un top clair sur BTC, je pense. On verra, Léo, parce que quand tu fais en 30 jours fois 5,5 sur un Stellar, non mais rentrer sur Stellar là, non mais évidemment, bah oui, mais évidemment, mais pas pour non tout le monde. mais évidemment, si on prend le truc qui a pris 500% en 7 jours, évidemment, le retracement il est bien plus important que. Mais la majorité des alts n'ont pas fait 500%. Mec, je te dis, quelqu'un qui a quelques mois dans les cryptos, il voit le Stellar faire x5, il se dit, il va faire x50, il rentre. Et il se fait déchirer, et tant mieux pour lui, comme ça il apprendra. Voilà. Bon, au moins on est en phase. Ok, on est en phase, alors c'est bon. J'ai fini de vous prendre la tête avec ça. Je termine sur 2-3 trucs évidemment, rentrer fonda. après 400%, bon bah. Voilà. Moi, Et du coup, toi, tu vois, Sui est tombé en panne pendant 2h30. Première panne pour Sui, il rejoint le podium avec Solana, des blockchains ultra rapides, trop rapides, qui tombent en panne. En plus, Sui qui a la particularité de ne pas être une blockchain, etc., c'est tombé en panne. Bon, je suis pas là pour FUD, c'était une belle opportunité pour rentrer, d'ailleurs le prix a quasiment pas crash, mais comme quoi, c'est pas arrivé à tout le monde. On a ensuite, comme je vous disais, Phantom qui va lancer son réseau Sonic et qui dans la foulée va faire un gros airdrop aux gens qui ont utilisé le réseau Phantom. Est-ce que ça va ramener des gens sur Phantom après ? Pas sûr. Est-ce que le prix du Phantom peut pump ? Nous sommes sur le marché des crypto-monnaies en bull market. Ça peut pump, comme ça ne peut pas pump. Avalanche, comme je vous disais, grosse mise à jour demain. On va pouvoir très rapidement lancer des nouveaux subnets, très rapidement. Enfin, des layer 1, maintenant ils appellent ça. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les frais de transaction sur ces différents subnets vont probablement baisser drastiquement et être au niveau des layers de Ethereum. Et il faut savoir que Avalanche a aussi son propre protocole de communication inter-subnet qui s'appelle ICM. C'est l'équivalent d'IBC de Cosmos d'une certaine façon. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Et pour terminer, après-demain, le 26 novembre, le programme de staking démarre sur Starknet. Vous pourrez staker vos jetons et choper du rendement. Voilà pour les actus fonda que j'avais notés. Si on a Massa, qui fait partie de nos bacs d'ailleurs, qui va devenir EVM en 2025 et qui va être compatible avec le wallet MetaMask bientôt. Ils sont en train de bosser sur une extension MetaMask Snap, donc vous pourrez utiliser Massa.
Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un projet français, ça fait partie de nos bagues et ça fait un petit peu de fonda. Moi, j'ai fini sur la partie fonda, et on peut prendre des questions du chat, je pense. Ouais, parce que la partie analyse technique, trading, je pense que je ferai un format dédié demain, sinon on va faire 3 heures de rediff sur YouTube et on va tuer les gens. Mais on peut prendre quelques questions, t'as raison. Avec grand plaisir. Pour une Vous fois le qu'il y a dites dans du le chat, monde. on est beaucoup, ouais. On est beaucoup. Je vais couper, comme ça je peux te revoir en HD, en Magnifique. 4K HD. Magnifique. Un avis sur Sei. Je sais pas si t'as un avis, Capet. Sei, bah c'est comme Phantom, etc. C'est des Layer 1 qui sont performants, qui ont une certaine communauté, une certaine hype, pas un écosystème bien à eux. En vrai, voilà, il n'y a pas des gens qui sont exclusivement sur Sei ou machin, qui ont brillé. Ça fait partie de ces 1000 Layer 1 dont je vous ai parlé, où ça peut, si vous êtes joueur, être intéressant de mettre une pièce parce que ça peut être un gros multiple, comme ça peut être la fonte des glaces. Alors, en fait, pour moi, ça s'investit comme un meme coin, ce genre de truc. Tant que t'as pas un écosystème qui se crée avec le truc vraiment qui brille de mille feux de par son sous-jacent technologique, sa communauté, etc. Voyez littéralement ça comme un meme coin. Vous allez dire oui, mais c'est ne pas respecter le projet, mais au moins ça vous permet de vous détacher du projet et d'être capable de rentrer et de sortir sans la moindre émotion. Parce qu'à partir du moment où vous vous êtes attaché au projet, vous allez faire quoi? Vous allez suivre des comptes Twitter. Vous allez voir des mecs qui vont vous parler du projet, vous dire qu'il est extraordinaire absolument toute la journée. Vous allez vous faire laver le cerveau et quand il va falloir appuyer sur le bouton vendre, vous n'en serez pas capable. Que ce soit en gain ou que ce soit en perte. Parce que vous direz, ouais, mais il y a tellement de gens qui sont derrière, machin, ça peut que bien se passer, etc. Et vous allez vous faire démolir. Voilà. Donc, tous ces L1 alternatifs au-delà du top 20, on va dire, méfiance, tradez ça comme du meme coin si vous avez envie de mettre une pièce dessus. Quelqu'un qui demande si DYDX fonctionne avec Ledger. DYDX fonctionne avec tout. DYDX fonctionne avec Rabi, Metamask, Phantom, Kepler. En fait, peu importe la chaîne sur laquelle vous êtes, vous pouvez trader avec DYDX. C'est ça qui est vraiment bien. Et tu vois, c'est ce genre de vision qu'il faut avoir, c'est que peu importe la chaîne, le wallet que tu utilises, tu dois être capable d'utiliser une application. À terme, parce que le normies, il est en mode, j'utilise Phantom, j'ai pas envie d'utiliser autre chose, quoi. C'est ça. Donc ouais. Un avis sur Ionet, perso, pas assez renseigné sur le sujet. Je crois que les fondamentaux étaient plutôt bons. Très bien. Tu vois, IA d'Épine, c'est un top player. Je pensais que, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de messages positifs par rapport aux autres projets. De ce que disaient certains sur les réseaux, notamment sur Twitter, des gens qu'on suit, disaient que, en fait, tout ce qui était en dehors d'Iot.net, c'était assez surcoté, dans le sens où ils n'avaient pas tant de machines que ça, que c'était pas aussi, ça générait pas autant de revenus, etc. Et que IO.net serait justement le truc le plus mature, viable, après à prendre avec des pincettes, quoi. Bah, il y a du revenu, c'est un concurrent d'Akash, ils sont hype, il y a du potentiel. C'est un top player, il y a des pins pour moi. J'en ai pas. Il y a du trading stop sur Hype ou DYDX. Merde. Franchement, je suis pas sûr. Mais un truc que tu peux faire, pour ceux qui connaissent pas, faites attention évidemment, mais moi j'utilise par exemple InSilico Terminal, et avec InSilico Terminal, ça se branche par exemple à l'API, je sais pas, BitGet, BitMEX, Binance, Bybit, Hyperliquid, etc. Et en fait, vous avez tout votre trading sur la même interface, et les clés API ne sont pas stockées chez InSilico Terminal, elles sont stockées genre chez vous, en fait, du côté du browser, en fait. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est plutôt cool. Après, évidemment, je suppose que s'il y a un malware et qu'il peut accéder à des choses, ça peut être sur ton ordi ou sur ton browser, je sais pas. Faudrait checker. Mais en tout cas, c'est un moyen de tout trader et d'avoir tout au même endroit. Et c'est plutôt agréable. Pixou, est-ce que tu peux nous montrer ton chat? Il vit sa vie là. Je pense qu'il dort. Toujours un œil sur Avail, sur la narrative data availability, restaking et tout. Alors oui, mais c'est vrai que à part Celestia qui a un peu le first mover advantage en ce moment. Bon. En fait, si je devais résumer la chose, en vrai, la narrative data availability, elle a un peu perdu en traction. Comme les L2. En mindshare. Et Avail ne sont pas les mieux positionnés sur cette narrative actuellement. C'est ça. Ce sont les moins bien, en fait. Hein. Ils font partie des moins bien. Parce qu'il y a Eigendy et il y a Celestia, en gros. Et pour moi, en fait, c'est très simple. Quand on parle de rotation de liquidité, c'est pareil. Pour moi, si grosse activité sur les layers 2, besoin de data availability alternatif, donc besoin de ces solutions-là. Donc, si les L2 pètent, ces trucs pèteront après. Mais dans tous les cas, ça génère quasiment pas de revenus. Donc, si vous tradez ça, partez du principe que vous tradez un truc qui est bien trop valorisé par rapport à ses revenus. Mais après, tu peux dire ça de 99% de l'écosystème, mais c'est juste qu'il faut garder ça en tête. C'est là que tu te rends compte que l'écosystème, il est... ultra spéculatif. Ouais. Ultra spéculatif, basé... C'est ce que disait Mourad, tu vois. En vrai, je trouve ça intéressant qu'en fait, il y a plein de teams qui font pas de revenu sharing, parce que le fait de faire du revenu sharing, ça revient à avoir un peu genre l'approche genre equity stock de la TradFi, de dire eux ils font tant de revenus annuels,
je multiplie par un facteur X, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 10, 20, en fonction de ton secteur d'activité, ou 50, hein. On l'a vu en TradFi avec des Nvidia, des Tesla, etc. Et ensuite, je détermine la valo. Le problème, c'est que si tu fais ça sur la crypto, tu tombes plutôt sur des fois 100, fois 500, fois 1000, ou fois 2000, 5000, ce qui est totalement aberrant, en fait. Donc, c'est pas le bon modèle pour valoriser les projets crypto. Et pour Mourad, notamment, c'est un moyen de à la fois mettre un plancher sur le prix, parce que tu as une valeur intrinsèque, tu as des fondamentaux, notamment avec des protocoles qui partagent leurs revenus. Mais à la fois, ça te met une sorte de plafond de verre qui est très difficile à dépasser, parce que les gens ont tendance à réfléchir à la valeur du projet par rapport aux revenus. En tout cas, pour ceux qui génèrent vraiment du revenu, c'est un peu comme ça que c'est réfléchi. Je pense que c'est comme ça que certains peut-être réfléchissent à DYDX d'une certaine manière, peut-être à Hyperliquid tôt ou tard. Enfin bref, de la matière pour réfléchir de votre côté. Vous pensez quoi d'Ethena? Bah, en soi... Propre Ethena. En soi, pour moi, c'est très très bien. Juste, faut garder en tête que c'est pas un stablecoin, c'est une stratégie de trading. Et que leur fonds d'assurance est relativement petit de mémoire. Mais que dans un contexte bull, pour moi, c'est vraiment le protocole, le layer qui peut genre ultra performer, parce que plus les gens spéculent, plus les gens utilisent les dérivés, en bull market, c'est notamment pour acheter, donc plus les funding montent parce que les gens sont plus agressifs. Du coup, tu crées des décalages entre le prix des dérivés et le prix spot, souvent le prix des dérivés est au-dessus du spot. Et à cause de ça, t'as le mécanisme qui s'appelle le funding rate, donc le taux de financement qui augmente, et c'est sur ça que en soi Ethena mange et fait de l'argent. Donc, plus on est en bull market, plus les gens sont agressifs sur les dérivés, plus Ethena fait de l'argent. Et donc, ça me semble être le cocktail parfait. Après, en bear market, je sais pas. Et en fait, c'est un peu comme ça sur plein de trucs de l'écosystème. C'est-à-dire que pour moi, s'exposer à plein de trucs qui sont un peu risqués en bull market, c'est parfait. Mais il faut savoir appuyer sur le bouton off quand tu passes en bear market, parce que le bear market, c'est le début des emmerdes. À la fois sur la solvabilité des exchanges centralisés, et sur la solvabilité ou genre les potentiels exploits aussi en DeFi. Alors après, en DeFi, tu vas me dire qu'il y a plus d'intérêt à exploit en bull market, je dis pas, mais voilà. Donc moi, je pense que Ethena, je parle vraiment du protocole, je parle pas du token, hein. Je pense que ce qu'ils font, c'est ingénieux, et en soi, pour moi, c'est le stablecoin stratégie de trading le plus crypto-native, en fait. Parce que tout le reste, c'est des fonds du trésor américain, et on en a un peu ras le cul. Enfin, dans le sens où, bah, en fait, tout ce qu'on fait, c'est prêter de l'argent à des États, et on trouve ça incroyable. Mais est-ce qu'on est vraiment en crypto pour ça? Alors que, en vrai, tu peux avoir un dollar synthétique à partir de produits dérivés de spots, et ça marche. Donc après, Ethena n'a pas encore une taille critique, et a pas passé des événements un peu traumatisants de volatilité qui pourraient amorcer plus de dépeg, etc. Moi, mon bet, c'est que Ethena, ça va être une énorme machine à cash pendant tout ce bull market, et que ça leur permettra de financer un plus gros fonds d'assurance qui les rendra plus viable en bear market, parce que quand on va passer en bear market, les fundings vont passer négatifs, et à ce moment-là, bah, en fait, ça veut dire que Ethena, s'il continue à faire des stratégies d'arbitrage de farming de funding, ils vont perdre de l'argent. Donc je me demande si en bear market, ils coupent cette stratégie, ou est-ce que genre ils sont ok de se prendre moins 10, moins 20% annualisé, parce que là, actuellement, c'est sur 3-4 milliards, mais qu'en est-il en fin de bull market s'il pop à 15, 20, 30, 40 Parce que si ça veut dire que tu perds 10% à l'année sur 40 milliards, bon, on a trouvé meilleur business model, quoi. Il y a plein de questions, hein, mais ça va faire une grosse émission après, quoi. On parlera du YouTube. Et Pendle va permettre les trades sur les funding vendeurs de PL, exactement. Parce qu'en fait, en plus, je peux trader le yield de Ethena sur Pendle de mémoire. Donc, en fait, Pendle, c'est un outil, moi, de ce que j'ai compris, pour trader les yields en DeFi et pour spéculer dessus, ou t'assurer d'un yield pour pouvoir te projeter, parce que vu que ça bouge trop en crypto, moi c'est ce que j'ai compris de Pendle. Equilibrium, ça dit quoi? Je connais pas. XRP Target, je rentrerai pas dans ce jeu-là, ça peut aller to the moon, honnêtement. C'est ça, c'est le casino. C'est comme Doge, en fait. En vrai, c'est un peu comme Doge. Moi, j'en ai pas, mais tu vois, là, j'ai pas de XRP, mais techniquement, c'est le genre de truc sur lequel je regarde un peu en 15, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, s'il y a des setups, tu vois, sur des trades à prendre sur les dérivés, mais ça va pas au-delà de ça pour moi. Tu trades des mimes en ce moment? Bah, je t'ai dit, j'ai commencé un mini DCA sur les meme coins. J'ai long WIF, je me suis fait SL. J'ai long Doge, j'ai pris pas mal d'argent. Et après, c'est à peu près tout de mémoire. C'est pas trop mon truc, mais moi, j'essaye de m'exposer à ça avec une sorte de DCA que je fais automatiquement via Jupiter sur Solana. En gros, j'ai mis une poche de stablecoin sur Jupiter, et je lui ai dit,
à intervalles réguliers, toutes les X minutes, toutes les X heures, tu mets de l'argent dans ces trucs-là à telle proportion et ça me fait mon DCA pour l'expérience et puis on verra ce que ça donne. Peut-être que ça ira à zéro. Peut-être que quand la narrative meme coin va se réactiver, je serai bien positionné. DCA. Si, on voit le chat YouTube, hein, pour ceux qui demandent, c'est juste qu'on a beaucoup de messages de Twitch et que du coup, on a tendance à un peu privilégier Twitch. Mais non, en vrai, on voit tous les messages là. On me demande qu'est-ce que je pense des Layer 1 Proof of Work type Caspa, Alephium, etc. Bah, même chose que les autres. Je ne remets pas en question le sous-jacent technologique qui est bon dans les deux cas, mais il n'y a pas d'écosystème en face. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à évolution de ce qui se passe, trader ça comme des meme coins. Comme ça, au c'est moins. la pure spéculation. Les fondamentaux c'est des projets qui sont relativement naissants, qui sont pas encore matures technologiquement, sur lesquels il n'y a pas encore assez d'activité économique, pas assez d'utilisateurs, etc. Donc, en fait, je peux pas trop te baser sur ça. Donc, en fait, dans ta tête, je pense qu'il faut se dire, c'est comme s'il y avait zéro. Et donc, en fait, pour le moment, tu vois, mais c'est comme Ethereum il y a 4 ans, tu vois, genre, c'est ça. 5 ans, il y avait rien dessus. Et... En gros, que vous compreniez bien, c'est quand je dis trader ça comme des meme coins, je dis pas c'est des meme coins, c'est de la merde, c'est pas ça. C'est que si vous vous attachez et que vous vous mangez le cerveau par rapport au fonda, ça va plus vous desservir que vous servir en général sur ce marché. Dans tous les cas, en fin de bull market, vous dumpez ça, les gars. Il n'y a pas de discussion. C'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. C'est... Peu importe la tech, hein, même si la tech est incroyable, Ether, la tech peut être incroyable, à 15 000, je le vendrais. Hein. Psychologiquement, en fait, quand vous achetez du Doge, vous savez que vous êtes dans un casino grandeur nature, donc vous n'avez pas d'attache comme vous pourriez en avoir sur certains projets, et ça peut vous desservir, je vous le dis vraiment. Faites gaffe. Eclipse, une connerie ou quelque chose d'intéressant? Quelque chose d'intéressant. On en a parlé tout à l'heure et je pense que ça va falloir surveiller, mais tant que c'est pas le mainnet, tant qu'il n'y a pas le token, tant qu'il n'y a pas tout ça, ça va être... Je suis plus hype par mouvement que Eclipse. Et mouvement, ça sort quand, tu sais? Fin d'année, non? C'est vrai, je crois. Pensez quoi de Jito? Bah, Jito, c'est la cash machine de Solana, en vrai. Ils font du restaking, ils font du staking, ils font du liquid staking, ils font de la MEV. C'est de la cash machine, en fait. Mais le seul truc, c'est que j'ai pas du tout suivi les tokenomics et du coup, je me demande s'il y a une équation par rapport aux revenus qu'ils font et le token ou si c'est rien à voir. Et par contre, Raydium, j'en reparle, hein, mais ils font 10-15 millions par jour et Jupiter n'a pas pump récemment alors que Solana pumpait et Raydium, lui, a front-run Solana et encore pump plus fort parce qu'en fait, Raydium, c'est l'infrastructure des meme coins. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, c'est ça un peu le problème, c'est que, genre, au final, c'est les Raydium, etc., qui capturent de la valeur et c'est... Enfin, du coup, c'est normal, mais du coup, la question, c'est, tu vois, pour Ether, genre, c'est quoi le Raydium d'Ether? Et est-ce que ça profite de fou à Ether? C'est Uniswap, quoi, je suppose l'équivalent. De toute façon, vous êtes sur un marché, il faut extraire un maximum de valeur du marché. C'est comme à l'époque des NFT, il y a plein de gens qui tradaient des NFT et il y en a plein qui se disaient ça va aller à zéro et qui ont été capables de sortir avant que ça aille à zéro. Il y en a d'autres qui se sont dit ouais, les NFT c'est le futur et tout, CryptoPunk, machin, et qui se sont fait démolir, tu vois. Et ensuite, toujours niqué. Dans tous les cas, les gars, si vous faites de l'argent qui change votre vie, bazardez ça, genre, c'est ciao. Genre, si t'as de l'argent qui change ta vie, genre, t'es en mode, tu galères à payer ton loyer, genre, tu peux acheter une maison, frérot, genre, vends 80% et garde le reste pour jouer, mais, enfin, pour spéculer, si tu veux, mais si vous faites des sommes qui changent vos vies, prenez des profits. C'est aussi simple que ça. Si tu fais des gains qui peuvent changer ta vie, tu prends tes putains de profits. Il y a pas d'autre discussion. Genre, t'as l'opportunité de changer ta vie. Bah, juste change-la. Battez-vous alors, quand tu pourras me dire, gain. t'as gagné 1 million au lieu de 10. Bah ouais. L'objectif, c'est de vendre une bonne partie. Mais je t'assure qu'entre 1 million et 10 millions, le bonheur dans ta vie sera très similaire. Donc, autant s'assurer, tu vois, de certains profits, quoi. Parce que c'est vraiment ça le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à prendre leurs profits. Je pense qu'on est très loin d'un moment pour prendre ces profits, à la fois sur les altcoins, sur BTC on s'en rapproche plus, mais alors attention, surtout sur BTC. Vas-y. Prendre les profits, c'est pas je vends et puis je vais direct me réexposer à une autre cochonnerie à côté. Prendre les profits, c'est sortir pour sortir. Hein. C'est avoir du stablecoin par exemple, ou du BTC comme je disais. Parce que si vous faites votre x10 sur votre meme ou peu importe, et que vous balancez tous les profits sur un autre truc pour essayer de refaire un x10, vous n'avez pas pris les profits en fait. Mais en vrai, le meilleur moyen, c'est de cash out de l'argent. Comme ça, tu n'as plus la tentation en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être acheter une voiture, parce que ça change ta vie, tu en as besoin pour ton travail. Ça peut être acheter une maison. Ça peut être faire plaisir à tes proches, ça peut être investir dans ton prochain business, ça peut être plein de choses.
Mais si tu sors l'argent du circuit crypto, bah, c'est le moment où tu as moins la tentation, justement. Parce que sinon, tu seras toujours tenté de réinjecter. Tiens, question pour toi, Léo. Et tu payes ta flat tax, tu payes tes impôts. Si t'es en France, tu payes Là, tes impôts. Solana, à ce niveau de prix, Moi, je suis sur les dérivés uniquement. Donc, j'ai plus de spot depuis les $180. Et fun fact, pour le même prix par rapport à l'ATH de l'année dernière, donc $260, on a 2 fois la capitalisation de l'année dernière, enfin du dernier cycle. Et en vrai, ça, c'est un peu effrayant quand même. Enfin, genre, le dernier cycle, t'as un Solana à $260 et genre, t'es à 65 milliards de market cap. Là, t'es à $260, t'es à genre 120, un truc comme ça. bah, question simple, est-ce que là, vous diriez à des gens, achète du Solana à $250? Parce qu'il peut aller à $500 ou 1000. En vrai, moi, je dirais d'acheter de l'Ether, ouais. Ça, en fait, quand tu conseilles quelqu'un, tu veux genre le meilleur ratio risque-récompense et tu veux le truc avec la meilleure espérance de gain, le truc le plus safe. Moi, je dirais ETH et après un peu de sol, tu vois. Parce que après, en vrai, si tu dis pas, enfin, je recommande pas, je dis pas acheter sol maintenant, mais si t'es pas bullish sol maintenant, c'est que tu crois pas au bull market aussi, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, et Solana, c'est 30% d'ETH actuellement. Donc, et puis, il va y avoir un ETF, etc. Bon, je sais pas si ça... On verra. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on a fait le tour. J'allais te proposer de couper, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, encore une fois, bah merci à Bitpanda. Hein. Petit QR code pour les intéressés, lien en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Vous avez eu le lien tout le long dans le chat Twitch, je vais pas vous rebombarder le lien. Moi, je vous remets vous un l'avez petit vu. lien, on sait jamais. Allez, bon, bah Léo, il remet un petit lien. C'est cadeau. Merci à eux de nous soutenir, merci évidemment. Encore. Et pour le coup, c'est vraiment une plateforme qui est intéressante, notamment pour vous diversifier et investir dans plein de choses différentes et pas que la crypto. Quoi. On se retrouve du coup sur Twitch cette semaine, parce qu'on a tendance à beaucoup plus live en ce moment. Léo de son côté, moi du mien, ensemble. Des fois, je vais chez lui et inversement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, nous suivre sur YouTube si c'est pas encore fait. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et puis, on espère se régaler dans les jours, semaines, mois qui arrivent. Je l'espère. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre des profits, ça change votre vie. N'oubliez pas de prendre ces profits idéalement en BTC et en stablecoin. N'oubliez pas qu'un dip peut arriver à tout moment et qu'il faut que vous soyez en position de force à ce moment-là. Et repensez à tous les plans que vous avez préparés ces derniers mois. Vous pouvez vous permettre un peu de flexibilité, mais ne perdez pas ça de vue. Si vous avez des plans, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est pas le moment de se dire all season, je fais all-in sur tout et que derrière vous fassiez liquider sur un retracement de 15% de BTC. Qui ne changerait strictement rien au cycle. Donc voilà, faites attention à vous les potes. Merci encore Capet pour la partie news, Fonda, etc. Toujours apprécié. Et on se dit à bientôt les potes. De toute façon, demain, vidéo analyse technique, spéculation, etc. sur ma chaîne. Vu que je l'ai pas fait ce soir, ce sera demain sur ma chaîne. Voilà. Le lundi du coup. Allez, ciao tout le monde.